avant numéro 40. Et qui dit tout pile, alors c'était pas forcément calculé comme ça, mais dit Salon de l'Habitat et du Vintage, émission délocalisée. Aujourd'hui, nous sommes samedi, au moment où nous enregistrons cette émission, mais vous êtes dimanche ou même un peu plus tard sur la rediffusion, et nous sommes surtout en direct du parc de Kergoz Gaëtan Pinel. Je tiens à afficher ce naming car Gaëtan Pinel, alors c'était quand? Décembre 22 Non, c'était avant, décembre 21 je pense. Décembre 21, tournoi Cop Rouge Futsal. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas la preuve en vidéo. Mais un but de Gaëtan Pinel, plat du pied, sécurité, second poteau, second servi. But de la qualif. But de la qualif au premier tour, on était sacrément mal embarqué. Et puis, Road to Glory, nous avions remporté ce tournoi avec Albert, notamment Albert Masson, gardien des jeunes de Guingamp. Voilà, on avait gagné en finale contre le Cop Rouge. Donc Gaëtan Pinel, tu es ici, chez toi. Merci encore pour tout ce que tu avais apporté. Mais avec grand plaisir. Je pense que sans moi, l'histoire n'aurait évidemment pas été la même. Eh ouais, voilà, c'est lui le patron aujourd'hui. Bien modestement. Mais comme toujours, comme toujours. Alors, les amis, c'est en avant-match. Alors, on est pendant la trêve, donc évidemment, il y a un programme un petit peu spécifique. Aujourd'hui, on va parler du Salon de l'Habitat et du Vintage. À quoi ça correspond? Eh bien, Marlène Boedek, qui co-organise ce salon avec Franck Gérard de la cellule commerciale d'En Avant, eh bien, viendra nous expliquer tout ça. On aura aussi une partie avec la découverte de la boutique d'En Avant, un reportage jour de match avec Pierre Perrault à la réalisation. On parlera également, parce que je sais que beaucoup attendent ça, du vintage. Vous allez voir des maillots. Gaëtan en a sélectionné 3, ses 3 préférés. J'en ai sélectionné 3 et puis on va avoir aussi 3 supporters qui vont venir avec nous présenter leur collection, et 2 d'entre eux vont s'affronter sur un quiz. Mais avant cela, Gaëtan, on va parler de l'actualité chaude d'En Avant avec un rappel toujours agréable de la victoire à 3 lors de la dernière journée avec le but de Brighton Labo. C'était comme ça sur la Guingampaise. Sissoko sur le côté droit, Sissoko encore qui fait un petit passement de jambe, faux du monde, un peu derrière, Gomis qui arrive en soutien, Sissoko pour Gomis, il y a 5 Guingampais dans la surface, Gomis qui tente de donner sur Grieb, il est fort ce ballon, Grieb qui le sauve de la sortie, centre de Grieb, il y a du monde, on l'arrête de le mettre, et le but de Brighton Labo, qui est allé pilonner, insister pour venir ouvrir le score à la 53e minute de jeu. C'est son 7e but de la saison sur un coup où il y avait énormément de Guingampais dans la surface de situation, et Labo qui s'y est repris à 2 fois pour marquer. C'était le joueur offensif le plus inspiré de ce match et c'est lui qui est récompensé. Choix gagnant aussi de Ripoll de l'avoir aligné d'entrée ce soir. 1-0 pour Guingamp à 3. À ce but de Brighton Labo, Gaëtan, une victoire étriquée certes, mais tellement importante pour la suite, et puis surtout aussi pour faire fructifier la victoire contre Clermont. Oui, parce qu'il y a souvent besoin de séries quand on est dans le haut de tableau. Alors ce ne sont que 2 victoires, si on va aller par là, c'est pas une série de 10 victoires non plus, mais il y a besoin d'enchaîner comme ça pour rester dans le haut, surtout qu'il y avait eu 3-4 matchs où il y avait eu quand même eu moins de points, Paris FC, Metz notamment en faisait partie, le Red Star aussi, donc voilà, c'était bien de regagner contre Clermont et bien de confirmer ça aussi face à 3 dans un match qui n'était pas forcément évident. L'équipe de 3 qui est plutôt pas mal quand même, qui gagne et perd régulièrement en fait sans qu'il y ait trop de matchs nuls, un peu comme en avant. Donc voilà, c'était bien de pouvoir enchaîner une victoire à l'extérieur sans prendre de but, c'est positif. Et regardez l'incidence au classement pour les Guingampais, parce que nous on ne savait pas encore vendredi soir les résultats de la suite. Alors il y a eu du bon et du moins bon, parce que Laval a étrillé à domicile le PFC 3-0, mais Dunkerque a perdu contre Metz au terme d'un scénario fou, parce que Dunkerque égalise à 2-2 à la 92e et Metz marque à la 90 plus 10, 11-12. Ils égalisent même à la 95e Dunkerque, et c'est 90 plus 11 le 3e du Messin. 101e minute du coup pour les Messins qui du coup, donc vous voyez, sont 2e, juste derrière Lorient. PFC 52, Dunkerque 48 avec une différence de but de plus 7 parce qu'ils avaient pris un éclat à Rodez. Donc Dunkerque est de nouveau à portée de fusil de Guingamp, et ça tombe bien parce que les 2 prochains matchs, qu'est-ce que c'est? Guingamp-Laval, Laval qui est juste derrière à 2 points, et Dunkerque-Guingamp. Là Gaëtan, on va rentrer vraiment
dans une partie de la saison. Alors évidemment, le sprint final, mais surtout là, les 3 prochaines journées, ça va être très très fort en enseignement pour l'équipe de Ripoll. Oui, alors s'il y a une vraie tendance qui se dégage, s'il y a soit beaucoup de victoires, soit beaucoup de défaites, mais s'il y a une victoire, un nul, une défaite, ça bougera peut-être pas beaucoup. Par contre, c'est vrai que si ça se passe très bien ou très mal, bon, ça situera Guingamp bien dans ce top 5 ou pas du tout. Je pense que pour vraiment que ça donne une idée précise de la fin de saison, faut qu'il y ait une vraie série dans un sens ou dans l'autre. On espère plus dans un que dans l'autre. Mais voilà, c'est vrai que si c'est une victoire nulle, une défaite, bon, ça restera peut-être un peu pareil. Par contre, ça peut vraiment basculer d'un côté ou de l'autre en fonction de l'enchaînement de résultats sur ces 3-là. Lorient qu'on peut mettre un petit peu à part parce que Lorient est quand même bien au-dessus. Mais les 2 autres sont vraiment autour de Guingamp. 2 points de retard pour l'un, 3 d'avance pour l'autre. Laval peut être mis à 5 points en cas de victoire d'en avant. Bon, ça peut vraiment... il peut se passer beaucoup de choses, mais encore une fois, à condition qu'il y ait, je pense, une vraie série, qu'elle soit positive ou négative, pour que les choses bougent vraiment, quoi. Regardons le tableau programme de cette 28e journée de Ligue 2, avec donc Guingamp qui saura la majeure partie des résultats. Parce que le dernier match lundi, ça sera Paris FC Caen. Bon, Caen, hélas pour eux, n'est pas du tout dans notre championnat. Paris FC donc qui va jouer à domicile. Et puis donc on verra déjà vendredi le résultat de Dunkerque à Bastia. Pas simple ça, à l'extérieur. Bastia qui est la seule équipe de Ligue 2 invaincue à domicile jusqu'à présent. Je me souviens, tu avais dit ça avant qu'on aille là-bas, et ben on avait perdu là-bas, donc on te remercie. Metz 3, Pau, Annecy qu'il ne faut pas éliminer, même si c'est vrai que leur dynamique est compliquée. Et puis Grenoble-Lorient, ce samedi 29 mars. C'est vrai que pour une fois, Gaëtan, on aura quasiment toutes les cartes en main au moment du match Guingamp-Laval. Alors, est-ce que ça va changer des choses dans le comportement de l'équipe? Non, mais au moins nous, en tant que journalistes, on saura à peu près l'impact du résultat du match de Laval. Oui, c'est ça qui est plutôt sympa. On sait, bon, si ça gagne, ça peut faire ça. Si ça perd, comment c'est, etc. Après, sur les joueurs, je ne sais pas trop quel impact ça a. Est-ce que on a tendance à se dire on est un peu au pied du mur parce que tout le monde a gagné hier, il y a besoin d'un résultat, ça peut inhiber, ou au contraire justement galvaniser un peu tout le monde, ou est-ce qu'en se disant tout le monde, tous les résultats sont favorables ou presque, il y a un vrai coup à faire, on se met peut-être un peu trop de pression pour ça aussi. Je sais pas trop à quel point ça impacte les joueurs, ces situations-là, que ce soit de Guingamp ou d'ailleurs, mais c'est vrai que pour nous, quand on observe les choses, oui, il y a un côté sympa de savoir un petit peu ce qui s'est passé avant, forcément, puisque ça permet de situer les choses plus rapidement, quoi. Voilà pour cette première partie consacrée au bilan, un petit peu au classement et à la prochaine journée. Mais là, on va aussi avoir des cas un petit peu plus individuels parce que on voit souvent quelques personnes critiques envers certains, d'autres qui sont idolâtrés. Mais qui est réellement décisif cette saison, durablement, et qui est très en forme dans cette année 2025? Eh bien, on a fait les petits calculs pendant la trêve. Et vous allez voir, c'est sous forme de podium, mis en page par Pierre Junior. Voici les joueurs les plus décisifs de la saison en Ligue 2. Eh bien, on a 2 joueurs à la première place. On a Brighton Labo, tout d'abord, qui est avec 7 buts et 4 passes décisives, à égalité avec Jacques Sioué, 10 buts, 1 passe décisive. Juste en dessous, on a Amine Emia qui marque également beaucoup de buts, 8. Une passe décisive pour Emia, c'était récemment à Ajaccio, pour Brighton Labo, justement. Et puis, notre Alpha Sissoko, meilleur passeur de Ligue 2, qui a enfin dépoussiéré son compteur de stats en étant passeur avec son centre en cloche, dirons-nous, millimétré pour Souaib Nahir, nouvel international algérien. Et bien voilà, on a ce podium-là, alors assez étonnant, oui et non. Gaëtan, qu'est-ce que toi tu penses déjà de alors ce podium-là, c'est comme, je sais plus, je crois que c'est en judo, non, où il y a 2 médailles de bronze, où il y a souvent 4 personnes sur le podium. Bah là, c'est pareil. Comment tu analyses tout ça? Je trouve que c'est assez fidèle déjà à l'impact des joueurs qu'on peut voir. Alors évidemment, il y en a un peut-être qui, dans l'esprit de certains supporters, va dénoter, c'est Brighton Labo, parce que déjà il a mis plus de temps à être décisif que les autres. Il a marqué plus tard, il a eu un impact plus tard. Bon, il a marqué dès la 3e journée, mais ça a longtemps été son seul but quand même dans cette saison. Et sur dès fin 2024 quand même, parce qu'il met un but très important à Martigues, enfin un guignon contre Martigues, et dès le début 2025 il a été décisif aussi. Brighton Labo, c'est vrai que c'est peut-être celui qui divise
le plus parce que certains l'aiment bien, d'autres pas vraiment. Mais on se rend compte que son impact quand même il est important. Un joueur qui est à 7 buts, 4 passes en championnat sur 27 journées, en ayant été titulaire, je crois, 18 matchs à peu près, quelque chose. On est dans ces eaux-là, j'ai pas le nombre exact, mais on est dans ces eaux-là, on n'est pas non plus sur 25 titularisations en 27 matchs. C'est un rendement plutôt bon. Après, il y a le rendement des stats des buts et il y a l'impact dans le jeu d'une manière générale. Et je trouve que Brighton Labo, moi ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est son jeu de déviation parfois qui est très bon. La passe au Red Star par exemple pour Mendes. J'allais te le dire. Il y a celle-là, mais il y en a d'autres qui débouchent pas forcément sur des buts parce que c'est parfois très loin de la surface, ça dépend de ce qui se passe. Mais il a, je trouve, cette aisance technique qui lui permet de jouer simple, vite, limpide. Et ça, c'est peut-être des choses qu'on voit pas autant qu'un but ou qu'une passe décisive, mais qui ont aussi un vrai impact. Donc je trouve qu'il est de plus en plus influent. Il avait dit qu'il n'avait pas fait une bonne première partie de saison, qu'il n'en était pas satisfait. Tu vois à quel point on est connecté, parce que j'étais en train de penser à ça, mais je ne me rappelle plus la note qui s'était donnée. Alors je sais même plus si c'était sur 10 ou 20. Je crois que c'était 3 sur 10, ouais. Je crois que c'était quelque chose comme ça, 3 sur 10. Donc il était lucide évidemment par rapport à ce qu'il avait fait. Et clairement, il a haussé le curseur sur la deuxième partie, profitant aussi un peu de l'absence de Jacques Sioué. Mais fallait-il encore saisir sa chance sur ces matchs-là, et de le retrouver là aujourd'hui, c'est pas illogique. On verra d'ailleurs où est-ce qu'il sera sur les stats de 2025 plus précisément. Autre argument aussi en faveur de Brighton Labo, parce qu'on laisse le suspense sur les joueurs les plus décisifs de 2025. Victoire à 3, 1-0, Labo. Victoire à Caen, 1-0, Labo. Victoire contre Martigues, 1-0, Labo. Ouais. Début décisif, début important qui amène la victoire. Et ça, évidemment, ça compte. On peut même rajouter celui contre Rodez, c'est le but du 2-0 qui permet d'asseoir la victoire aussi à domicile. Et il y a Grenoble où il marque au bout d'une minute aussi, le but du 1-0. Effectivement, l'ouverture du score très précoce. Donc en plus, il met des buts qui font basculer les matchs très souvent. Et ça, ça compte quoi. Ça compte parce que c'est forcément des buts qui rapportent des points énormément. Et de savoir dans ces moments-là faire basculer les choses, que ce soit la première minute ou en fin de match, mais de mettre le but qui change le cours du match, évidemment, ça c'est ce qu'on attend d'un joueur comme lui, d'un joueur de ce poste-là. Et alors, pour ceux qui voudraient peut-être répondre à un oncle qui dit « Ouais, Labo, il est zéro nous, on va vous donner un argument pour contrer tout ça. Regardez les joueurs les plus décisifs en Ligue 2 en 2025. Il n'y a plus qu'un seul homme sur le podium, et d'assez loin, c'est Brighton Labo. 4 buts, 3 passes décisives. Tu le disais Gaëtan, c'est vrai aussi que c'est lié au fait que Jacques Sioué a manqué plus d'un mois de compétition, parce que du coup Labo, seul autre numéro 9 de métier d'expérience dans cet effectif, il a été propulsé titulaire de semaine en semaine, et cette chance, il l'a prise, parce qu'il a été effectivement décisif tout de suite. C'est le match contre, je crois que c'est Rodez, où Sioué est blessé, on a plein de questions, point d'interrogation, et puis Labo il fait un super match, buteur et passeur, je crois, ce jour-là, Brighton Labo. Donc ça a donné le tempo de sa deuxième partie de saison, qui est pour l'instant très très bonne sur le plan statistique. Et alors Gaëtan, on a 3 bonhommes à 4 buts, en tout cas 4 implications dans un but. On n'a pas mis les stats parce que c'est un peu mélangé entre Ryan Grieb, Amine Emia et Hugo Picard. Oui, on a Ryan Grieb et Amine Emia qui sont à 3 buts et une passe décisive en 2025. Et pour Hugo Picard, c'est un peu étonnant comme stat, c'est 0 but, mais 4 passes décisives, dont 3 à Annecy. Donc ça montre... Alors ça montre pour Amine Emia et Ryan Grieb, c'est plutôt en plus régulier parce que si on prend Grieb par exemple, il y a but contre Dunkerque, à Annecy la semaine suivante, but contre Clermont récemment, passe D à 3 sur le dernier match. Pour Amine Emia, c'est un peu dans le même genre, il y a un but contre Rodez, une passe à Ajaccio, etc. Pour Picard, c'est beaucoup plus séquencé. 4 passes, 3 dans un même match et une autre à Grenoble. Et sur les autres matchs, finalement, alors il y a de l'impact dans le jeu, lui, mais il y a moins ce côté décisif, ce côté stat, qui là, je trouve, de manière vraiment très séquencée dans la saison, parce que sur la première partie, c'est ça aussi. Il n'a pas du tout de stats au début. Il en prend un peu, notamment lorsqu'il y a la victoire contre Caen 3-1, où il marque. Il y a une petite période où il prend quelques stats. Il y a la Coupe de France qui arrive assez tôt là aussi. Et à nouveau moins. Et bon, il y a ce très bon début d'année où il enchaîne. Et à nouveau moins encore, donc c'est très épisodique dans les stats.
Qu'est-ce que ça dit de son influence dans le jeu? Là, je trouve que c'est vrai, il a eu un coup de moins bien là, hein, avant la trêve. Je trouve que pour le coup, c'était la première période de la saison où il avait vraiment un coup de moins bien dans l'impact. Parce que les autres temps de la saison où il n'était pas décisif par des buts ou des stats, l'impact était quand même là globalement. Là, c'était un peu moins le cas ces temps-ci. Mais jusqu'avant, on va dire les 2 tiers de la saison, qui est stat ou pas, il y avait l'impact. Oui, et on rappelle aussi qu'il avait marqué en Coupe de France contre Caen. Et puis on a vu Mendes et Siwe qui est plutôt bien revenu de sa blessure, hein, qui a marqué aussi à Cannes. On n'a pas compté les buts en Coupe de France. Et puis Mendes qui effectivement en 2025, dès qu'il est titulaire les rares fois ou dès qu'il entre, il se passe quelque chose sur le terrain. Donc à confirmer, on fera le point en fin de saison aussi. Pour les Guingampais, avant de passer à vos questions, parce qu'on a reçu quelques petites questions pour essayer d'en voir un petit peu plus clair sur la situation et la fin de saison des Guingampais, parlons de la solidarité. Parce que c'est vrai que ce qui nous a marqué sur le match à 3, c'était la semaine dernière, j'ai plus aucune notion du temps, oui, c'était ça. Les Guingampais, eh bien, ils ont retrouvé de la solidité, et ils ont retrouver aussi un clean sheet, c'est-à-dire un match sans prendre de but, parce qu'il y avait quand même eu une averse, une pluie de buts entre Cannes, Metz et compagnie sur les matchs précédents. Et donc, les Guingampais qui non seulement n'ont pas concédé de but, mais ils ont très peu concédé d'occasion aussi. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une très très grosse solidarité. Et puis, on l'a vu aussi avec ces Guingampais qui, à la fin du match, dès qu'il y avait une grosse intervention défensive, que ce soit Gomis, Sissoko, Nahir, Louisère ou autre, il y avait la grinta, allez, là, on est là, on se motive, presque comme s'il célébrait un but. Ouais, c'est ça, ce côté, j'exagère un peu, mais sud-américain, quoi, qui célèbre, qui harangue. Ah bon, pour el pueblo. Ah, mais c'est ça, et on aime bien ça à Guingamp aussi, ce côté-là. Et oui, il y avait ça avec Nahir notamment, j'ai une image à 3 où il vient contrer un ballon de dernière minute, un petit peu en fin de match. Voilà, c'est ce côté-là, ouais, solidarité, se dépouiller, hein, voilà, pour aller gagner un match 1-0 et 3 points qui vont peut-être compter à la fin, et on se dira, bah tu vois, ce genre de match-là, c'est ce qui a permis d'aller chercher la 5e place ou peu importe la place qu'il y aura, mais ah, c'est grâce à ça qu'il y a une récompense à l'arrivée. Et ouais, il y a ce côté-là à Guingamp, avec, mais ça colle au profil aussi de ces joueurs-là, Gomis, Nahir, même, alors il est parti maintenant, mais Lemonnier pouvait aussi être dans un peu ce côté-là. Voilà, c'est des images généralement qui sont plutôt appréciées par le public guingampais, et surtout c'est efficace, quoi. C'est pas une intervention ouais super et puis derrière on se trouve complètement. Non, ça montre aussi une consistance dans l'aspect défensif en fait d'en avant. Réponse à ce sujet d'Enzo Basilio, Sylvain Ripoll, Dylan Louisère et Donatien Gomis sur ce fait à 3 de quasiment célébrer les tacles comme des buts. Ouais, non, c'est ça. Vous savez, quand il faut tenir un score, il y a un 0, on est à l'extérieur, l'équipe en face essaye de pousser, et à un moment donné, ça fait toujours du bien d'extérioriser sur des situations comme celle-ci. C'est les attitudes positives dont je parle, et forcément, ça donne de la force au groupe quand on voit ça. Et puis, de toute façon, faire un beau championnat, avoir des résultats, ça passe aussi par ça. Ouais, parce que c'est ce qui fait la force d'un groupe aussi. Quand on arrive à faire un geste défensif qui peut nous sauver d'un but, on célèbre comme si on avait marqué un but, parce que c'est un geste tout autant important. Il n'y a pas que les offensifs qui ont le droit de célébrer, et voilà, c'est quelque chose qu'on met tous les jours dans nos entraînements et qu'on souhaite garder pour la suite. Il n'y a pas que le jeu, il y a aussi ces moments-là, et c'est vrai que ça avait un petit peu disparu pendant 2-3 matchs. On les a retrouvés à la fois pendant 1h15 au Roudourou la semaine dernière, où on a concédé très peu de choses, et puis finalement aussi ce soir, parce que cette équipe de 3 elle a une sacrée force de frappe, un armada offensif important, et on a plutôt bien géré les choses. Ouais, c'est vrai que c'était des gestes qui étaient rares, mais comme on savait qu'on allait souffrir ici à l'extérieur, et je pense que ce genre de geste, ça marque un petit peu... Ça marque un petit peu tout ce qu'on a fait de bien aujourd'hui. Donc vraiment, c'était retrouver une solidité, enchaîner un clean sheet. Ça faisait un moment, je pense, qu'on n'avait pas fait de clean sheet. Donc c'était juste... ça marque un peu toutes les bonnes choses qu'on a fait défensivement, je pense. Ouais, dernier clean sheet, ça devait être à Ajaccio, hein, début février, après la victoire à Toulouse. Donatien Gomis, vous l'avez vu, qui a prolongé son contrat cette semaine jusqu'en 2027. Voilà, Donatien Gomis, on sait ce qu'il peut apporter et à quel point il peut être important à Guingamp. La seule chose, et on l'a bien vu cette saison, c'est qu'il soit épargné par les blessures.
Bah oui, on l'a vu cette saison. En effet, il a été absent quand même sur 2 longues périodes entre avril 2024 parce qu'il s'était blessé sur la fin de saison dernière de mémoire contre Bastia. Je crois que c'est ce match-là ou juste avant, mais je crois que c'est Bastia. Revenu sur le match à Rodez, donc fin août, sur 3 matchs, et puis s'était reblessé pendant encore plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ça a été compliqué pour lui, c'était très, très saccadé sa dernière année là, avec En Avant. Mais bon, il est bien revenu malgré tout là, sur sa dernière blessure. Il y a eu, pareil, là, un coup de moins bien un petit peu. Alors, autant 3 c'était mieux, mais il y a eu un coup de moins bien vraiment avant. Sur 3-4 matchs avant. La période qui a été la moins bonne aussi pour En Avant. Tiens donc, comme par hasard. Ouais, elle l'a été pour lui, même si la victoire contre Clermont, Guingamp s'était relancé et lui avait à nouveau sur le début de match été un peu plus en difficulté, mais on sait effectivement ce qu'il peut apporter à cette charnière d'ailleurs depuis 2 ans maintenant. Quand on cherche à dégager une charnière type, une charnière solide, de confiance, sereine, etc., il revient toujours dans les 2 noms qui sont cités, Donatien Gomis. On a pu citer l'année dernière des Gomis Lemonnier, on a parfois cité Gomis Nahir. Voilà, c'est souvent cette charnière, une charnière qui revient avec Gomis dedans. C'est pas pour rien non plus. Prolongation jusqu'en 2027 pour lui. Il a 29 ans, ça va amener jusqu'à ses 31 ans. Voilà, on est quelque chose de très correct. Un joueur qui a encore pas mal de saisons devant lui. Donc voilà, que ça s'inscrive dans la continuité, ouais, je trouve ça plutôt logique côté Guingamp. Et voilà, nouvelle prolongation à Guingamp, après Nahir, en attendant peut-être d'autres, Louisère point d'interrogation, Marronnier point d'interrogation. Voilà, c'est d'abord ça, les prolongations, ensuite on partira sur le mercato et d'éventuels recrutements. Après de toute façon évidemment ça dépend de la division dans laquelle on sera, est-ce que ce sera la Ligue 1, est-ce que ce sera la Ligue 2. Et justement à ce sujet, question des auditeurs et téléspectateurs de la Guingampaise. On vous a proposé ces derniers jours de nous poser quelques petites questions par rapport à l'actu d'En Avant. Et la première, Gaëtan, elle nous vient de Titouan. C'est une question qui revient souvent, que ce soit sur Internet, que ce soit ici, parmi les gens qu'on a croisés aussi toute la journée au Salon de l'Habitat et du Vintage, ici au Parc de Kergos à Guingamp. Croyez-vous sincèrement à la montée tant attendue de l'En Avant? Gaëtan Pinel, on veut savoir. C'est difficile de dire blanc ou noir, mais... Blanc ou noir, voilà. Ah, tu vois. En revanche, si on se base un peu sur le factuel, il y a quand même, il semble y avoir un petit gap entre Guingamp et les 3 premiers par exemple du classement. Bon, les 2 premières places, on a bien compris que c'était quand même inatteignable. Après, tu as 3, 4, 5, effectivement, avec les systèmes de play-off, de barrage qui peuvent te permettre de monter. Je pense sincèrement que il peut être peut-être plus facile de battre un 16e de Ligue 1 que le 3 ou 4e de Ligue 2, suivant qui est ce club-là. Un Metz, pas forcément évident. Paris FC, pas évident. Dunkerque, on verra d'ici là. Eux, ils ont des échéances aussi. Enfin, il y a l'échéance de la Coupe de France encore pour eux. La demi-finale face au PSG. Comment va se passer leur fin de saison, on verra. Mais c'est quand même des équipes... C'est costaud, ces effectifs-là. Et Guingamp, si on se base à nouveau sur le factuel, non seulement il y a un gap en termes de points entre donc les 3 premiers et Guingamp qui est 5e. Sur les confrontations directes, on a vu aussi ce gap. Alors, c'est vrai, face au PFC et Metz au retour, avec des absents. Et Guingamp... On n'était pas si loin quand même. Oh. N'était pas si loin, mais n'a jamais pris de points. Dunkerque, 1 point, oui. À l'aller, Lorient, surclassé par Lorient. Le Paris FC n'avait pas été exceptionnel, mais Guingamp encore moins ce jour-là. Et retour, oui, Paris FC, t'es pas loin, tu perds 1-0, mais t'es battu. Metz, t'es pas loin pendant 80 minutes. Tu prends 3-0 sur 2 buts à la fin qui viennent alourdir la note, mais une nouvelle fois, il n'y a pas de points. Et ces matchs-là montrent un peu la limite de Guingamp. Donc si on se base vraiment, je trouve, moi, sur le factuel, bon, la montée, ça semble difficile parce qu'en effet, il y a ces clubs-là. Maintenant, il y a un point qui va aller dans le sens inverse, c'est que la montée, il se passe quoi? C'est tous les 34 journées d'avant, on oublie quasiment et on joue tout sur un match. Et sur un match, entre la pression de l'enjeu, entre la fatigue de la saison pour certains, entre... La pression? Ouais, c'est ce que je viens de dire juste avant, oui, la non, pression c'est de ça. l'enjeu. Et bah tout ça... Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est la pression parfois d'une équipe, tu sais, qui est à domicile. Tu vois, si c'est Dunkerque-Guingamp, Guingamp, tu vas y aller sans pression. Tandis que Dunkerque, tu te dis, t'es à domicile, il y a la pression et l'enjeu, et il y a aussi la pression du match chez toi. Également, et en même temps, on peut se dire que jouer à domicile, c'est mieux. Alors bon, tout ça est
plus difficile à quantifier peut-être, mais sur un match, c'est vrai que là, il peut se passer pas mal de choses. Moi, c'est pour ça que j'y crois. Alors, il y a quelque chose aussi dans ma réflexion, et c'est peut-être une réflexion déjà de vieux CN, mais je trouve que, tu sais, la dernière fois qu'on est monté en Ligue 1, bah déjà ça faisait 9 ans qu'on n'y était plus, là tu me diras ça fait un bout de temps aussi, mais en 2013, tu avais le gros PSG qui arrivait avec Zlatan, etc. Tu avais le gros Monaco qui remontait, etc. Là, je sais pas, la Ligue 1, j'ai envie que Guingamp soit le plus haut possible, qu'on joue dans des grands stades et tout, mais la Ligue 1 actuelle, elle me fait pas beaucoup envie, moi. Donc c'est pour ça que je te dis, bon, voilà. Mais par contre, là où j'y crois, et c'est exactement ce que tu disais, c'est que la réalité de 34 journées, c'est une chose. La réalité d'un match coup près, c'en est une autre. Et ce qui me fait dire que j'y crois, c'est que le parcours en Coupe de France, quand même, cette année, tu gagnes à Toulouse, qui est milieu de tableau de Ligue 1, donc qui n'est quand même pas le premier venu. Tu as des garanties sur lesquelles t'appuyer sur ces matchs-là. La manière aussi dont tu as fait basculer des matchs un peu fous, Caen en coupe, etc. Et puis tu as le raté de Cannes aussi qui va forcément te rester dans le cerveau parce que tu es passé à côté dans les grandes largeurs. Qui peut justement être un petit peu la piqûre de rappel avant ces matchs-là. Tu te dis, bon, tu t'es fait tamponner sur ce match-là. Et derrière, tu as les échéances coup près. Bon, tu sais ce qu'il faut faire et ne pas faire, ne pas rater. Cannes peut servir à ça. Ouais, donc c'est pour ça que personnellement, moi, j'y crois. Après, c'est vrai qu'effectivement, ta réalité durable, c'est que tu n'arrives pas à gagner contre ceux qui sont au-dessus. Mais encore une fois, sur un match, on ne sait jamais. Donc on rappelle, en fin de saison, c'est le 5e qui ira chez le 4e. Le vainqueur de ce match ira chez le 3e. Et le vainqueur de ce match jouera un match aller-retour chez le 16e de Ligue 1 au match retour. Oui. Match aller, si on y est, c'est à Guingamp. Match retour en Ligue 1. Et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, le bas de tableau de Ligue 1 est d'une faiblesse abyssale cette saison. Moi je pense qu'il y a beaucoup de... Je te laisse chercher en même temps, mais il y a les équipes de Ligue 1, enfin l'équipe de Ligue 1 qui affrontera l'équipe de Ligue 2, elle ne sera pas tellement en position de favori. Le Havre, si c'est le Havre, il n'y a pas de garantie énorme. Reims, vu la tournure des événements à Reims en ce moment, je ne les vois pas non plus beaucoup plus favoris. Saint-Etienne qui prend beaucoup de buts. Alors pourra avoir l'appui de Geoffroy Guichard en retour, certes, mais en 2022, quand ils descendent, c'est de cette manière-là, avec l'appui de Geoffroy Guichard en retour, ils descendent quand même contre Auxerre. Bon, Montpellier, je pense qu'ils n'y seront pas, ils seront en dessous. Ils seront relégués à mon avis avant, mais ces équipes-là, à mon avis, ce sera un des trois-là, Saint-Etienne, Le Havre ou Reims. Et face à Metz, face au Paris FC, face à Guingamp ou Dunkerque, il y aura... Autant je pense que Metz et Paris FC sont presque favoris carrément face à ces équipes-là. Autant Guingamp, Dunkerque, il y aura match. Bon, là ce sera peut-être. Ou Laval, j'ai pas mis Laval dedans parce que j'ai pris le top 5 actuel, mais il y a Laval. Bon, je pense que Metz, PFC peuvent clairement se présenter quasiment en favoris face à ces équipes-là, mais les trois autres, pas forcément, mais il y aura match. Il y aura un match, clairement, il n'y aura pas un monde d'écart entre le 4, 5, 3, 4, 5e de Ligue 2 et le 16e de Ligue 1. Alors, autre question également, alors celle-là aussi on peut faire un moment. Adrien qui nous dit qui voulez-vous garder, prêter ou faire partir pour l'année prochaine? C'est chaud. Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que en termes, alors faire partir, c'est pas faire partir, mais vous avez vu cette semaine, pardon, le bilan financier d'en avant qui est sorti et qui a été loué par quelques médias, notamment nos collègues de ma Ligue 2. Guingamp est un des clubs qui vend le mieux en Ligue 2, qui vit le mieux grâce à ces ressources-là, grâce à d'éventuels bonus. On pense aussi au transfert de Sikou Niakhaté après coup à Braga qui a été super pour nous aussi. Tous les ans, tous les étés, Guingamp doit faire une ou deux ventes, même deux grosses ventes. Là, très clairement, cette saison, il y a un nom qui revient en priorité, c'est Hugo Picard. Oui. Vu sa saison, le point d'interrogation peut exister aussi pour Jacques Sioué, dont on vous fera gagner le maillot un petit peu plus tard. C'est les deux, peut-être, valeurs marchandes. J'en rajouterai un troisième, d'autant plus qu'il y a des rumeurs qui commencent, notamment du côté de l'Écosse et du Celtic. C'est Kalidou Sidibé, qui fait quand même une excellente saison. On le disait l'autre jour à 3, sans doute le Guingampais le plus régulier depuis le début du championnat. Ces trois-là, si on ne monte pas en Ligue 1, donc s'il n'y a pas cette notion de progrès sportif avec Guingamp, nul doute que ce sera peut-être les trois sur la ligne de départ d'un transfert.
payant évidemment. Ouais, oui, c'est bien possible. Forcément, quand tu as des valeurs marchandes, que la tournure des événements du foot français financièrement est un peu compliquée en ce moment, qu'il y a encore le Pro Parc aussi à terminer de financer. Jusqu'en 2026. Jusqu'en 2026, donc dans un an, ça sera peut-être déjà un peu différent. Mais en attendant, tout ça est encore existant. Donc oui, Guingamp ne peut pas vivre sans ses... Enfin, ne peut pas vivre. A besoin en tout cas de ça pour y voir plus clair et se projeter davantage, d'avoir ces ventes régulières, comme il y a eu El Ouazani l'année dernière, comme il y a eu Livolan, Pierrot tous les ans. Et c'est pour ça, on l'a dit aussi, c'est vrai que Guingamp a perdu souvent ses meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, ses armes offensives, les plus convoitées sont parties. Mais parce que c'est la réalité économique de la Ligue 2, du foot français, de Guingamp. C'est pas pour ça que tout le monde partira, parce que tu peux aussi garder des éléments forts à certaines lignes et faire un effort financier parfois sur un joueur, sur une recrue, etc. Mais tu auras forcément besoin d'une ou deux ventes, c'est évident. Effort qu'on avait fait d'ailleurs pour Sidibé, qui est un des rares transferts vraiment payants qu'on a fait depuis la relégation, enfin depuis l'ère Legrand, je dirais. Parce que c'est vrai que... Il y en a eu au départ avec les Gomis, avec Mchangama, Pierrot, il y a eu des bons transferts à ce moment-là, bien payés quand même. C'est vrai que depuis, il y a eu beaucoup de joueurs libres et quelques coups, alors notamment celui-là, celui de Sidibé, c'est quasiment le seul d'ailleurs, je crois, en gros efforts financiers, je crois que c'est enfin gros efforts en termes d'indemnité, etc., par rapport à ce qu'il y a pu avoir sur les autres recrues sur ces 3-4 dernières années. Ensuite, au niveau des prêts, ça dépend toujours de la manière dont ils peuvent éclore. Regardez l'exemple de Jacques Sioué l'année dernière qui a dû démarrer 3-4 matchs, c'est tout, en Ligue 2. Aujourd'hui, il y a peut-être des joueurs comme... Gendouz, Mendes, à voir aussi progressivement ce que ça peut donner, Tousgar qui est en prêt, voilà, et puis même un joueur comme Nahir qu'on aurait pu imaginer peut-être en prêt à un moment, mais il s'est révélé à Guingamp, donc c'est très difficile de parler de ça. Là, à l'instant T, on peut vraiment vous parler des valeurs marchandes, des joueurs, des joueurs qui pourraient partir et rapporter un petit pécule à Guingamp. Après, des joueurs qui vont peut-être partir en fin de contrat, on peut penser à qui? Peut-être les Bogang Piri. Je ne sais même plus qui est encore en fin de contrat. On avait Lemonnier, lui c'était quasiment certain qu'il allait partir en juin, il est parti avant. Il y avait tous les défenseurs centraux. Mathis Rioux pour l'interrogation aussi. Est-ce que lui a envie de continuer? Louiser. Louiser quand même, ça a été un des noms donnés par le président Legrand. Est-ce que ça aboutira à l'arrivée? Bon, c'était visiblement un des chantiers prioritaires quand même d'avoir cette prolongation-là. Mais effectivement, je pense qu'aussi les éventuels prêts, etc., de jeunes joueurs qui joueront moins dépendront aussi de ce que Guingamp arrivera à conserver dans son effectif actuel et à recruter. Effectivement, si tu n'arrives pas à recruter, etc., tu ne vas pas prêter grand monde. Mais bon, prêter, il ne faut pas en prêter 10 non plus. Il y a eu parfois des saisons en Ligue 1, il y a eu 3, 4, 5 prêtés. Des joueurs qui n'ont jamais vraiment éclos derrière à Guingamp, alors que là... si tu en as 1, 2, ça peut être suffisant et ça te permet de récupérer des joueurs derrière. On l'a vu avec Livolan, il y avait eu cet exemple-là. On l'a vu aussi. Gaudin. Il y en a eu d'autres, je crois. Il y avait eu Phaéton un temps aussi. Bon, 1, 2 par saison. Tousgar s'inscrira peut-être là-dedans. Mais après, il ne faut peut-être pas chercher à en prêter non plus 50, quoi. À voir la suite des événements pour les Guingampais. C'est vrai que j'ai essayé de retrouver d'autres joueurs aussi. Il y a Balouch qui était parti mais qui n'avait pas vraiment saisi sa chance non plus. Vitelli, oui, c'est vrai. Pour les Guingampais, une ou deux petites questions aussi pour terminer, les amis. Yvan qui nous dit le VAR en Ligue 2 pour la saison 25-26. Ça c'est une immense question. Parce que déjà 24-25 c'était prévu, sauf qu'il y a eu la chute des droits télé, donc on a reporté ça. Quelle sera la situation Ligue 1, Ligue 2 cet été? Je crois que c'est prévu, mais avec quel argent? Ça, c'est autre chose. Quel argent et quand? Quel argent et quand? Est-ce que ce sera dès cette année ou pas? Mais franchement, vu la tournure des événements, j'ai un peu de mal à y croire, mais ça, c'est que mon ressenti. Après, il faudra voir ce que ça donnerait effectivement. Bon, on verra ce qui se passera. Pour l'instant, on fait ça en tout cas. Dernière question de Maë. Bonjour, que devient Abdallah Ndour? Il disait avoir pensé à arrêter, il lui reste un an de contrat. Alors c'est vrai que c'est ce qui fait écho aussi aux célébrations qu'on a vues contre Clermont avec ce maillot d'Abdallah Ndour placardé dans le vestiaire et puis affiché aussi après un but, celui de Grieb en fin de rencontre, je crois.
Ben, on ne sait pas, mais c'est vrai que ça sent pas très bon. Pour Amdalan Dour qui n'a joué que 2 bouts de match cette saison, c'était Sirkini Nassandre et Dinan Léon en Coupe de France. Problème à la malléole. Nous a-t-on dit opération, infiltration qui se répète et qui malheureusement n'ont pas trop d'effet. Alors c'est vrai que son témoignage avait été assez poignant. Je crois que c'était dans les colonnes du Télégramme cet automne. Gros point d'interrogation, mais c'est vrai que ça paraît difficile pour un joueur qui a 29 ans, 30 ans je crois, Amdalan Dour. 30 ans. Voilà, affaire à suivre. On verra ce qui se passe évidemment et on adresse tout notre soutien forcément à l'international sénégalais. Voilà pour vos questions les amis. On va maintenant accueillir sur le plateau d'En Avant Match Marlène Bouedec. Vous la connaissez sans doute si vous êtes très proche d'En Avant Guingamp. Elle est chargée des relations partenaires au club et elle co-organise le salon de l'habitat et du vintage. On se retrouve donc avec Marlène Bouedec qui co-organise ce salon de l'habitat et du vintage avec Franck Gérard. Bonjour Marlène, déjà est-ce que tu peux nous présenter tout ce qui se passe ce week-end à Cargoz? Bonjour Pierre, je suis très heureuse de vous recevoir au salon. Le 20e salon de l'En Avant de Guingamp au salon de l'habitat. Et j'ai eu l'idée de vous faire venir et je suis vraiment très heureuse et nous sommes avec Franck très heureux de vous recevoir ici sur le salon. Eh ben, merci d'avoir pensé à nous pour venir animer ce petit stand et puis l'émission donc en avant-match ici. Donc salon de l'habitat et du vintage. Nous on a choisi surtout le vintage à notre modeste position avec des anciens maillots. Mais donc est-ce que tu peux expliquer par exemple qu'est-ce que les particuliers ici viennent rechercher ? Le particulier vient chercher le confort pour sa maison. Ils ont des projets. Notre salon propose du jardin à la décoration intérieure, à l'isolation, à l'énergie, véhicules, parce que nous avons des véhicules à l'extérieur. Une nouveauté, nous avons Alliance aussi à être venu avec une structure unique en France, un stand de 200 mètres carrés en extérieur avec des simulations pour la sécurité routière. Je pense qu'avec tous les incidents qu'il y a actuellement sur les routes du département, c'est fort intéressant qu'il soit présent. Voilà, le particulier vient chercher tout ce qu'il faut pour la maison, de la réparation du store en panne, du jardin, du nettoyage de façade avec une entreprise, avec des robots. Enfin, je pense que nous réunissons tous les corps de métier pour permettre le développement d'une construction d'une maison neuve. Et donc apparemment on voit, moi je vois Ploumagoire ici, Tréguier, on sent que c'est très ancré local. Nous sommes axés sur le local, d'accord ? Nous voulons faire travailler les entreprises locales qui nous sont fidèles. Certaines entreprises sont avec nous depuis 25 ans sur les différents salons que nous organisons. Notre priorité, c'est le local. Déjà parce qu'ils sont des partenaires soit avec le club de l'En Avant de Guingamp. Nous leur rendons ici des relations professionnelles. Les exposants se connaissent entre eux. Souvent on me demande je veux être à côté de telle entreprise parce que je travaille. On optimise tout ça pour faire travailler et développer les entreprises locales. Et donc tu disais tout à l'heure, c'est la 20e année qu'En Avant Guingamp organise ça. C'est vrai qu'En Avant, on se dit c'est un club de foot, ce sont des joueurs sur le terrain, mais il y a toute une partie qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est le secteur commercial. Et donc en quoi le club en fait organise tout ça? Comment ça se matérialise? Déjà, nous sommes une équipe au service commercial de 3 personnes, direction Franck Gérard et mon collègue Olivier Tolmer. On est une équipe complète, avec une dynamique, on aime notre club et on aime notre métier, avec une dynamique totale et tout à fait complémentaire sur différents secteurs. Nous organisons en dehors du football pour que le club vive et puis qu'il m'assure qu'il y ait des rentrées financières et que l'on soit toujours proche de nos partenaires, des événements comme le salon de l'habitat ou autrement des soirées avec notre club entreprise. Je vous dirais que le club, il n'y a pas que le foot. Le club, lorsque le stade, les lumières se coupent, derrière il y a une dynamique avec des séminaires, les entreprises nous contactent. Nous sommes vraiment dans la proximité de tous nos partenaires et des entreprises locales, même un petit peu plus loin, hors département évidemment, mais c'est d'une dynamique, on est un club proche des gens, proche de l'humain. Et alors, le foot a quand même un petit peu à voir, parce que comme en ce moment les résultats sont positifs, est-ce que ça vous impacte positivement dans votre travail avec les partenaires autour des événements aussi ?
Complètement. Là, on sent aujourd'hui que les gens sont joyeux. On parle foot hein, au stand de l'En Avant de Guingamp, au salon pardon, de l'habitat de l'En Avant de Guingamp. C'est sûr que les résultats des garçons sont favorables pour nous, mais je vous dirais que le partenaire va devenir plus exigeant. Il va falloir nous encore qu'on soit meilleurs et ça nous donne une pêche, mais une extraordinaire. Vous entendez, Jacques Sioué et compagnie, hein, on a besoin de vous aussi pour les futurs résultats à venir. Merci beaucoup Marlène d'avoir été avec nous. On vous invite aussi, si vous voulez découvrir avec Ala Guingampaise les métiers du secteur commercial. On avait fait l'année dernière avec Pierre Junior un reportage avec Olivier Tolmer, et Pierre Junior, eh bien, il va encore nous parler d'un secteur que l'on connaît un petit peu plus peut-être quand on est supporter, c'est la boutique qui fait partie prenante du secteur commercial. Reportage un jour de match à la boutique avec Pierre Perron. Bonjour, je m'appelle Angélique Olivier, je suis responsable de la boutique d'En Avant de Guingamp depuis 3 ans et demi. Je m'appelle Lilou Poulmar, je suis en alternance ici depuis avril 2023 en BTS MCO et supportrice de Guingamp depuis que je suis toute petite. En boutique, on propose la boutique, la vente de produits dérivés du club, les maillots, on propose également le flocage et autrement on a une autre partie qui est billetterie. Pour le flocage, on doit installer le maillot sur la floqueuse. Ensuite, on positionne notre flocage soit lettre par lettre, soit une planche d'un joueur. C'est beaucoup plus simple. On doit la centrer, la mettre le plus droit possible. Et ensuite, on met la machine pendant 15 secondes à 150 degrés. Alors à la boutique, on a l'objet insolite du moment qu'on vient de recevoir, c'est le caleçon. Je peux pas, je suis au Rodoro. Voilà, que vous pouvez venir acheter, il n'y a pas de souci. Alors les articles qui se vendent le mieux, je dirais que c'est les maillots. Vraiment, on vend beaucoup de maillots. Et sinon les écharpes aussi, les jours de match, c'est un article qui plaît beaucoup. Du coup, on est ici de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. On fait essentiellement de la vente de billets et de la vente en boutique. Et ensuite, on part au stade faire les boutiques stades. Et donc là, on va aller faire du réassort dans la boutique du bas. On aurait 2 écharpes. 2 écharpes. Lequel modèle vous auriez souhaité? Celui du milieu. En 2 exemplaires. Je me rappelle pas, mais alors l'important c'est que ça fera 24 € s'il vous plaît. Alors pour les boutiques stade, en fait on les laisse comme ça à chaque fois, d'un match sur l'autre, et on réapprovisionne juste les produits qui ont été vendus. On va remettre 10 écharpes si on a vendu 10 écharpes, et voilà. Après sur les matchs où on sait qu'il y a beaucoup plus de monde, on va mettre plus de produits. Merci à Pierre Perrault et à Angélique et Lilou de nous avoir ouvert les portes de la boutique pour découvrir donc à quoi ressemble la boutique un jour de match. Événement à la Guingampaise, regardez, après le salon de l'habitat et du vintage, vous le savez, événement avec à la Guingampaise, ça c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis très longtemps, c'est une retransmission de match avec vous. Eh bien la Mandolins, vendredi 18 avril dès 19h30, on vous accueillera pour la retransmission d'Amiens-Guingamp avec un petit
petit quiz à la mi-temps et à la fin du match. Ne vous en faites pas, ça ne va pas durer 150 ans. Un petit quiz interactif. Et puis, samedi 19h30 et samedi 19 avril, surtout quiz par équipe. Là, vraiment quelque chose de traditionnel à la guingampaise pour ceux qui sont habitués à ça ou pour ceux qui veulent découvrir. Formule à 22 €, pizza, boisson, dessert. Moi, je peux te dire, je suis déjà prêt, j'attends ma pizza à la mandoline. En espérant que Amiens Guingamp se passe bien. Hein. C'est Gaëtan qui sera responsable de toute façon, parce que c'est lui qui commentera le match là-bas. Partie vintage, ça y est, on est en train de coller totalement au thème aujourd'hui du salon de l'habitat et du vintage. Alors, on va vous présenter 3 maillots coup de cœur. Les miens d'abord, visiblement. Ceux de Gaëtan aussi, et puis après il y a 3 supporters collectionneurs qui sont venus à Cargos aujourd'hui nous présenter tout ça. Alors, on commence, tiens, par le plus ancien, regardez celui-là. Maillot Repose, année 88-89. Un maillot qui a été porté aussi sur la saison 89-90, mais à l'époque on était en Nike. Là, à ce moment-là, alors on ne le voit pas très bien, mais c'est un maillot Ulsport porté en D2 par les Guingampais et c'est vraiment un maillot, alors là vintage, on est pile poil dedans, un peu AC Milan, etc. Et je remercie, d'ailleurs c'était un partenaire du club avec sa fille qui m'avait contacté sur les réseaux sociaux et j'étais allé le chercher chez eux dans la région rennaise après le Covid. Donc s'ils nous regardent, je vous salue parce que c'est vraiment un maillot de fort beau gabarit, très sympa, mais vous allez voir, on a un maillot encore plus ancien à vous présenter dans cette émission. Donne-moi le bleu. Je veux le bleu d'abord. Vous le voyez depuis le début de l'émission, alors on va le remettre pour le décor. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un maillot third, c'est-à-dire le 3e maillot. Le premier il est rouge, le 2e il est blanc, généralement. Et bien le 3e, en 96-97, le maillot du Beau Marek, eh bien on avait un maillot bleu ciel et blanc, couleur de la ville de Guingamp, rappelons-le, avec fromage Repose, avec le logo du club qui pour la première fois cette année-là a été arboré sur le maillot, tout comme le nom des joueurs d'ailleurs, ça datait aussi de cette saison-là. Maillot bleu ciel et blanc, alors généralement on a un noir, hein, un maillot noir, regardez, comme celui-là, 3e maillot de la saison 2002-2003, mais on a aussi eu du jaune, on a aussi eu du vert bouteille. Voilà, on était allé parfois dans des zones un peu compliquées. Alors, celui-là, je crois sincèrement que c'est mon préféré, car le plus beau et peut-être un des plus prestigieux. Maillot 96-97. Alors, c'est le maillot modèle extérieur championnat, mais version Coupe d'Europe. À quoi on reconnaît? Parce que vous voyez qu'il n'y a que le Repose ici. Vous voyez qu'en championnat, c'était un sponsor beaucoup plus gros, avec d'ailleurs marqué fromage Repose. Le Côte d'Armor n'était pas là. Pourquoi? Eh bien parce que pour ceux qui ont lu le livre Guingamp et Coupe d'Europe, vous le savez, il est toujours en vente, pierrehd.com, vous savez comment ça marche. Eh bien en Coupe de l'UEFA et en Coupe d'Europe, on doit avoir un certain espace en centimètres carrés à ne pas dépasser en termes de sponsor. Donc voilà pourquoi le Repose est très petit, ça fait un maillot très épuré avec le détail du match, Coupe UEFA, Guingamp, Inter Milan. Alors ça c'est un maillot qui n'a pas été porté, c'est un maillot qui a été préparé, tu peux retourner Gaëtan, pour Vincent Candela. En Coupe d'Europe, on n'avait pas nos noms derrière. Numéro 3 cette saison-là, c'était Candela, qui était suspendu au match retour à San Siro parce qu'il a été averti au match aller. Donc moi, ce que j'adorais aussi, c'était, comme tu l'as ici, hein, les numéros en feutrine, très solides, évidemment. Aujourd'hui, c'est un peu en plastique, donc ça peut se décoller. Là, voilà. Et puis maillot avec les 3 bandes là. Le col à l'ancienne avec le petit bouton qui fait la différence. J'ai rien acheté sur rien à jeter sur ce maillot de Guingamp 96-97. Gaëtan, je te donne le micro parce que tu vas nous présenter notamment, pour moi c'est un des plus beaux maillots domicile qu'on ait jamais eu. Je suis très content que tu le présentes à nos auditeurs. Ouais, moi j'ai choisi 3 maillots domicile, alors pour différentes raisons esthétiques parfois. On va commencer par le plus ancien. Saison 96-97. Alors là, c'est le maillot final Coupe de France 96-97. Maillot, vous allez le voir en retournant numéro 7, Richard Lecomte, capitaine de cette finale. Alors, pour la Coupe de France, oui. Pour la D1 à l'époque, oui. Mais surtout pour la Coupe d'Europe. Parce que quand je sais pas, moi, quand on me dit Coupe d'Europe Guingamp, je pense Guingamp-Inter très vite. Et Guingamp-Inter, c'était ce maillot-là. Alors, avec les détails que vous avez pu voir sur le maillot blanc, correspondant à la Coupe d'Europe, le Repose, le nom du match, etc. Eh ben on va l'avoir là, effectivement, dans le bouquin. Mais Guingamp Coupe d'Europe ou Guingampais Coupe d'Europe avec le livre, évidemment, de Pierre. Je pense tout de suite, moi, à cette image 96, Guingamp-Inter et ce maillot rouge
qu'on a pu voir des dizaines de fois en photo, qu'on a pu voir aussi, vous le voyez là, à l'image, qu'on avait pu voir en vidéo avec des résumés de l'époque, etc. Donc celui-là, il y a le côté un peu nostalgique et l'histoire qu'il raconte. Et vintage. C'est juste un petit détail, alors là c'est vraiment du collectionneur, parce que Guingamp toute la saison en Coupe de France avait joué à ce maillot-là. Alors parfois c'était soit RTL sur le maillot, soit TF1, mais juste le détail en plus sur les maillots de la finale, c'était ce patch-là, carton bleu, Fédération Française de Football. C'était une opération pour le beau jeu et le beau geste, et les maillots des deux équipes avaient ce patch spécifique sur le maillot de la finale. Ton deuxième maillot ? Deuxième maillot. Celui-là, un des plus beaux sans doute. Là, c'est pour le côté esthétique. 2004-2005. Ah, le maillot. Alors, il est particulier parce que vous voyez, le dos est plus long que le devant. Ça m'a toujours étonné ce truc-là. C'est les bandes rouges et noires, moi que j'adore. J'adore ce modèle-là. On peut le retourner. C'était celui de Milovan Sikimic. Pareil, là, les numéros et les noms à moitié rose parce que blanc sur rouge, ça ressortait en fait entre les deux. Mais voilà, j'adorais ce maillot-là à domicile. J'adorais voir l'équipe jouer avec ce maillot. Cédric Fauré, Kemal Bourani, Memouni Dagano, Coco Michel, Milovan Sikimic. Je crois même que Cédric Carasso, en tant que gardien, l'a porté une ou deux fois à l'extérieur. Ça c'est vraiment le coup de cœur esthétique de 2004-2005. Et puis l'autre maillot que j'ai choisi, alors beaucoup ne l'aiment pas. Déjà parce que c'est un maillot de relégation, je pense. C'est une année de relégation, saison 2009-2010. Alors, le côté esthétique, bon, moi déjà, les trois bandes, c'est déjà un point bonus. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais il y a aussi le côté, on sortait de quoi ? De la Coupe de France gagnée par Guingamp quelques mois avant. Ce maillot-là sort. Et pour moi, c'est un peu la saison de l'espoir à ce moment-là. La saison de l'espoir, tu dis, le recrutement sur le papier, c'est pas mal. Il va se passer des choses dans cette saison. Ah, il s'en est passé, mais pas ce qu'on espérait. Guingamp a été relégué. Fabrice Colo et sa troupe à ce moment-là relégués en national. Et ouais, 2009-2010, pour moi, c'était vraiment la saison où il devait se passer quelque chose. Malheureusement, c'est pas passé dans le bon sens. Et c'est pour ça que j'ai retenu ce maillot. C'est pas forcément le côté alors, esthétique un peu, mais pas que. Plutôt pour une nouvelle fois l'histoire qu'il raconte et les moments un peu vécus avec ce maillot-là, le match de la descente à Roudourou, être condamné au national à domicile. Enfin, finalement, ça partait de quelque chose qui pouvait s'annoncer super sympa au début et qui s'est mal fini. Même si ça rebondit derrière, évidemment, avec les saisons qui ont suivi. Voilà pour ces maillots. Alors le petit point très spécifique et qui rend ce maillot unique, le maillot que l'on emmène là, je te le donne, c'est ça. C'est le patch LFP. Et pourquoi c'est un maillot unique ? Parce qu'en Ligue Europa, Guingamp n'avait pas de patch, parce qu'il n'était pas en phase de groupe. Donc c'était un maillot unique, sans le Côte d'Armor et juste le Jean Stalavenne. Et le logo de la Ligue de football professionnel, on ne l'a pas porté en championnat parce qu'on avait le patch Ligue 2. Du coup, celui-là, c'est le maillot du Trophée des Champions à Montréal face aux Girondins de Bordeaux de Laurent Blanc. Donc, c'est ce qui rend ce maillot unique. Donc, fais attention quand tu le portes, s'il te plaît, Gaëtan. Mais que tu détestes. Oui, mais que je déteste. Ah oui, moi, je l'aime pas du tout. Je trouve que, je sais pas, on dirait un maillot d'entraînement template. On dit, tiens, Guingamp, ils ont quoi ? Tiens, bah, file-leur celui-là. Non, il n'y a aucun travail. Alors, c'était la faiblesse de notre partenariat avec Adidas, c'est que Guingamp avait des maillots, je dirais, génériques. Il n'y avait pas beaucoup d'originalité. Celui que j'aimais pas trop sans travail, c'était le premier 2019-2020, le premier de Ligue 2. Ouais. En Umbro. C'était un tout rouge sans rien. Voilà, on a des spécialistes là, qui nous disent celui-là, là, 2003-2004 avec les bandes, il y a Leverkusen qui a elle-même. J'ai dit quoi ? 2004-2005, Leverkusen a elle-même inversé. Il y a Marseille qui avait la version bleue avec les bandes noires. En fait, mais tout le monde avait le même maillot finalement. Et Guingamp avait le même maillot que tout le monde. On l'aime bien. Et pourtant on l'aime bien. C'est ça qui est bizarre. Ouais, mais il aime bien parce qu'il est un peu travaillé. Il y a un peu de charisme sur ce maillot. Il y en a rien. Tout le monde avait le même. Ah bah celui-là, je pense qu'il y a un paquet. Van, ils avaient le même aussi, hein, je crois, hein, ou quasiment le même. Oui, il ressemblait beaucoup. Bref, on n'est pas d'accord, mais c'est les choix de Gaëtan et je les respecte. Alors là, attention, nous avons deux collectionneurs. Je vais appeler Léo d'abord. Léo, s'il te plaît, tu peux venir. Collectionneur avec nous. Alors, ouais, vas-y, tu peux t'asseoir là. Alors, il y a un truc que j'ai demandé aux trois copains qui sont venus avec nous pour nous présenter leur maillot, c'est de ne pas nous les montrer avant. Surprends-moi. Alors, déjà, Léo, raconte-nous. Tu es supporter, oui, mais depuis combien de temps ? Et surtout, depuis combien de temps tu collectionnes les maillots ? Moi, supporter depuis mon premier souvenir au stade, je pense, c'est la finale 2009. Gros souvenir, parce que je suis né en 2002, donc forcément.
Et après, bah, c'est avec les parents quoi, et les grands-parents depuis 2012-2013 où j'ai commencé à aller l'année de la montée toutes les semaines et je suis abonné là depuis la première saison en Ligue 1 du retour. Ah, t'es tranquille, hein. Premier match 2009, première saison, la montée. Le premier vraiment gros souvenir. Et voilà, donc je pense que c'est en général moi, ma génération 2000, 2001, 2002, on est tombé dans les années, c'était obligatoire de tomber amoureux de Guingamp quoi. Alors du coup, ta collection, est-ce qu'elle commence à un point précis de l'histoire ou est-ce que tu t'en fiches, tu recherches tout ce qui est possible autour de Guingamp? À la base, je suis grand fan de foot, donc dans toutes les villes où je voyageais, j'achetais un maillot. C'était un peu mon truc. Et depuis quelques temps, là, on va dire depuis que j'ai commencé à travailler, à avoir un peu d'argent à moi, acheter les maillots de Guingamp, Vinted, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien que Guingamp souvent. Pour mettre vraiment de l'argent, je pense que c'est Guingamp. Ouais, parce que, oui, c'est un budget de collectionner, il faut le savoir. Surtout en ce moment, avec les enchères récentes autour des maillots de l'équipe de France. Bon, présente-nous ton premier maillot, Léo. Je ne regardais pas. Peut-être qui est en moins bon état. Okay. Quand je l'ai acheté, le patch était complètement défoncé, donc je l'ai arraché et j'en ai acheté un autre que j'ai pas encore mis dessus. Donc c'est pas grave. Le patch est là. Je l'ai pris parce que comme ça je le perds pas. Le patch LFP. Hein. D'ailleurs, Gaëtan Pinel, tiens, viens voir là. Il y a un maillot qui est terrible pour ceux qui collectionnent, c'est celui-là. Là. Le noir et même le blanc, je crois, mais c'est surtout le noir. Moi, j'en ai deux comme ça. Celui-là, le patch LFP du Nestor Fabry, il est parti sur la manche. Et j'en ai un de Malouda où le patch pend depuis des années. T'as beau recoudre ou. Ouais, enfin, moi, un maillot comme ça, des fois, tu mets fer à repasser et ça marche pas. Hein. La matière du logo, elle est. À cette période-là, je trouve, elle s'arrache un peu. C'est une matière en feutrine. Et là, c'est une matière un peu en plastique, comme le 2004-2005. Protection, je crois, et après, il se colle, il me semble. T'as du travail. Hein. Va à la boutique de notre part, elles vont te le floquer. Alors, vas-y. Celui-là, son préféré. Ouais. Donc, je vais lui faire plaisir. Oh oui. Oh oui. Magnifique. Et le flocage d'Agano. Voilà. Manche courte. Il est un peu abîmé. Et alors pourquoi celui-là d'ailleurs? Pourquoi celui-là? Parce que moi j'aime mes maillots préférés, je pense, c'est l'AC Milan et notamment Kaka. Moi c'était quand j'étais petit, voilà, il me faisait rêver. Et donc j'ai toujours voulu avoir ce maillot de Guingamp parce qu'il me rappelait le maillot de l'AC Milan. Et donc voilà, c'est pour ça que. Un peu comme celui qui est derrière aussi, hein, rayé rouge et blanc. Et Dagano, donc non, c'est pas toi qui l'as choisi, tu l'as acheté celui-là. Ah ouais, je l'ai acheté. Ouais. Et Dagano, mon père m'avait raconté un petit peu l'histoire autour de Dagano. Ouais. Et donc voilà, c'est comme ça. Moi je trouve de toute façon que les plus beaux maillots qu'on a eu c'est les Britair. Parce que c'était les sponsors les plus équilibrés, etc. Et donc le patch, là il n'y a pas le patch mais qui sera à mettre dessus quoi. T'as un petit peu de travail. Deuxième maillot pour Léo. Déjà, on est content de voir le premier. Garde celui que je préfère perso pour la fin. Garde le meilleur pour la fin. Pour moi ou pour Non, pour toi. Bien sûr. C'est vrai que parfois on. Total, du coup, le dernier. Mais là, celui-là. Ah oui. Donc flocage papin. Voilà. Ça c'est beau. Voilà. Donc ce que tu m'as dit, c'est que c'est une version boutique, c'est ça? Il me semble parce qu'en fait sur les maillots là, normalement tu as le petit logo LNF, Ligue nationale de foot sur le numéro. Je crois que le AG, il était au milieu, non, à cette époque-là? Ouais, c'est possible. Et surtout je crois qu'il y avait Côte d'Armor. Mais il est collector quand même celui-là, attention. Hein. Il est en parfait état pour le coup. Celui-là il est nickel, il n'y a aucun défaut. Peut-être, je crois qu'il y a une tache. Où il est un peu jaune le Britair, mais. On ne verra pas à l'écran, la webcam elle est loin, regarde. Ouais voilà, il est en parfait état celui-là. Et ouais, Jean-Pierre Pavin, en plus un maillot rare parce qu'il est resté que 3 mois hein, à Guingamp, 98. Je l'ai chopé dans il y avait eu un pop-up éphémère à Rennes de maillot vintage et il était là donc je l'ai pris direct. Comment tu cherches? Est-ce que c'est une veille active? Est-ce que tu passes par des sites? Est-ce que justement tu vas aussi en présentiel, en réel? Comment ça marche la vie d'un collectionneur? C'est se regarder de temps en temps sur Vinted. Hein. Moi c'est Vinted le plus. Et quand je vais des fois à Paris ou à Rennes, il n'y a pas trop de boutiques, donc que des trucs éphémères. Mais c'est à Paris, il y a les boutiques et je connais un ou deux noms de boutiques et j'y vais de temps en temps. Quoi. Eh bien, la prochaine fois, tu reviendras peut-être avec un autre maillot. Et alors le dernier, le côté sentimental de Léo, troisième maillot. Je l'ai acheté à la boutique Line-Up à Paris. Okay. Et donc il m'a dit qu'il était porté ou préparé, donc je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais je pense. Oh. Et donc le maillot qui est probablement porté. Mais là tu me prends par les sentiments, là c'est pas possible, regarde ça. Eh ouais, magnifique. Rouma, donc je sais pas s'il a vraiment été porté ou préparé.
La matière, elle m'a l'air quand même bien élastique. Mais... Alors à Guingamp, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment tout le temps, il n'y a quasiment aucune différence entre les maillots boutique et préparé. Mais là, tu as le patch Ligue 2. Alors des fois, ça se joue au niveau de la taille, mais lui, je crois qu'il en a eu 2. L, ouais, L. Et à l'époque, c'était large un peu qu'il portait. Donc voilà. Et celui-là, pareil, il y a peut-être un trou dedans, mais parfait état aussi. Et alors pourquoi tu l'as gardé en dernier? Bah parce que 2009. Hein. Et moi, au Rouma, après, j'étais un peu petit, mais au Rouma, je pense, j'adorais. Et il avait un truc en plus. C'était peut-être pas le meilleur joueur, mais 2009, il y a eu Eduardo, mais il y a surtout lui, moi je pense. Voilà. Notamment la finale, où même la demi-finale, il a été exceptionnel, et au Rouma, quoi. Voilà. Léo, merci beaucoup. Tu peux, alors là, vraiment un premier trio exceptionnel. Attention, merci à toi, Léo. J'appelle Mathieu. Et alors là, Mathieu, lui, il a déjà tué le game. Oh là là, il y a du truc là. Attends, je veux pas voir. Et déjà, viens là, Mathieu. Et enlève ton manteau. Parce que vous allez voir, j'ai failli m'évanouir quand je l'ai vu. Mathieu, qui était venu notamment à un quiz chez nous, chez Hélène et Jules. Vous avez fini quoi? Podium, hein, la bande à Thierry? Troisième. Ah, troisième. Ah non, c'est pas la place du con, troisième. Alors, regardez, ça, quand on parle vintage, là, on est dedans. Mathieu, déjà, raconte-nous. Tu nous viens d'où? D'où vient ta passion pour Guingamp? J'ai grandi à Bégard et donc le club à proximité étant Guingamp, j'ai baigné dedans dès le plus jeune âge et j'en suis jamais sorti. Je crois que la passion continue de grandir de jour en jour. De plus, avec les maillots, c'est infini. Alors, justement, les maillots, ça vient d'où? Comment tu as été piqué par ce virus? Comme je disais tout de suite à Gaëtan, j'ai l'impression que dès que j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent, étant passionné de foot, pour moi les maillots, ça permet de voyager, chaque voyage en ramener un, ou alors un maillot, un souvenir. Et de là, donc j'ai un peu d'argent, j'ai acheté à ma modeste contribution, j'ai acheté un petit peu. Et au fur et à mesure, ça a grandi, je me suis principalement axé sur Guingamp. Et là, depuis quelques mois, donc un peu plus orienté portée. Et ça s'est développé au fur et à mesure des années. Et alors, celui-là, non, on garde pour la fin celui-là. Fais voir les autres. Alors, comme Léo, je veux que tu gardes celui qui te tient le plus à cœur pour la fin. Voilà, moi je vous ai gardé le Candela Inter Guingamp en dernier parce que... Ah là 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 là. Ok. Ici. Donc je pense que tout le monde le reconnaîtra, il est mythique. 2002-2003, Cédric Bardon porté du coup. Si mes infos sont bonnes, lors du match à Strasbourg, qu'on avait perdu 2-1. Oui, ça c'est pas le meilleur match de la saison, mais on garde le maillot, c'est pas grave. Et, pour moi, dans ce top là, c'est important d'avoir un 2002-2003 parce que c'est la saison phare, franchement. Parmi toutes les saisons qu'on a pu faire. Et puis en plus pour moi, c'est vraiment les premiers matchs que j'ai pu faire à Roudroux, donc il a aussi une valeur symbolique de ce point de vue-là. Et je le trouve efficace. Le Britair pour moi c'est masterclass en logo. C'est exactement ce que je disais à Léo, les Britair. Alors c'est vrai que l'ancienne génération te dira repose et ils auront raison. Mais le Britair, je sais pas. Voilà. Je m'y retrouve plus. Et puis la feutrine, je trouve que c'est juste incroyable comme tu disais. Les flocages qu'on a actuellement, je trouve, ont beaucoup moins de cachet. Et donc voilà pour celui-ci qui est chargé d'histoire, je trouve. Et puis c'est encore une époque aussi, on pouvait acheter nos maillots manches longues. On fait un argument de poids, je suis d'accord avec toi. Argument de poids, maillot manches longues. Alors Franck Gérard et Marlène et les autres, et puis à la boutique aussi, relancer les maillots manches longues, notamment en boutique. Voilà. Donc celui-là en premier, on est d'accord. Deuxième maillot pour ta part. Tu as fait un changement. Gaëtan Pinel, fais le changement, attention. Deuxième maillot. Aïe, ok. Et remanche longue. Gaëtan, pique-lui, il part en courant. Celui-là, on va dire double facteur. Premièrement, donc template 2007-2008, porté Eduardo. Donc Eduardo, je pense que ça résonne à peu près en nous à chacun. C'est 9 mai 2009, un joueur avec qui on s'est vachement attaché. Et puis le template, il est juste dingue. Je crois que c'est le plus beau esthétiquement que j'ai chez moi, je pense. Alors, Time Gaze 2006, c'est incroyable.
template, on explique pour ceux qui sont peut-être pas habitués à ça, c'est le modèle en fait du maillot. Et effectivement, ce modèle-là, c'était celui utilisé notamment par l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2006. Le maillot était bleu et les bandes ici étaient en rouge pour l'équipe de France. Et c'était pareil pour l'extérieur, hein, sauf qu'il y avait la bande avec le dégradé au milieu. Mais ouais, excellent choix. Ouais. Et puis là, par contre, Jean Stalavenne, hein, ça a été un des premiers maillots, Jean Stalavenne. Et depuis Eduardo, là, de toute façon, ça coule de source. T'aimes bien les numéros 9, toi, hein? Bah, là, en l'occurrence, c'est le pur hasard. Et puis, c'est des de 2002-2003, c'était pour le template, l'histoire qui représentait. Et celui-ci, c'est la valeur sentimentale. Eduardo, je me projette là au Stade de France, par exemple, quoi. C'est des souvenirs. Et ça nous fait vibrer. Troisième et dernier maillot, pour toi. Et t'en as ramené combien? Parce que je vois un maillot de Romain Ferrier, là. Oh là 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 là, là, il me tue. Dans la voiture, j'ai hésité un peu. Bon. Mais là, c'est un excellent choix, excellent choix. Et là, c'est plus sentimental parce que c'est une version du coup Coupe de la Ligue. Je trouve que le Bouygues s'intègre pas hyper bien. Mais pour moi, ouais, mince, c'est vrai. Donc Bouygues, version Coupe de la Ligue, portée Jouffre, petit patch ici. Et pour moi, Jouffre, c'est le football que j'adorais. Enfin, je me rappelle aller au stade, c'est tellement de souvenirs. Je pense que c'est un des premiers joueurs auxquels je me suis identifié. Donc c'était une cible depuis très très longtemps. Et quand je l'ai vu tomber, j'ai pas hésité. Parce que, ouais, pour moi, Jouffre, c'est vraiment le premier joueur auquel je me suis identifié. Donc il a vraiment une valeur particulière à mes yeux et je suis content de le contempler quand je fais le tour chez moi, je regarde. Et on voit le connaisseur, parce que ce sont 3 maillots manches longues que tu nous présentes aujourd'hui. Mais c'est vrai que le fait que ce soit porté, forcément, il y a plus de chances que ce soit du manche longue. Et je trouve que ça a une vraie valeur esthétique aussi. Oui, alors c'est vrai aussi que les Coupes de la Ligue, moi j'en recherche un. Alors je passe l'annonce, j'en profite. Un maillot Lyon, avec le Lyon, qui était l'autre sponsor Coupe de la Ligue aussi. Il est massif, quoi. Ouais, il est massif, mais voilà, le message est passé. Excellent choix. Et alors celui-là, du coup, Mathieu, fort. Alors c'est pas le maillot de Cédric Forêt, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Maillot fort. Quelle année et surtout comment tu l'as eu? Alors c'est du 1978, donc le plus ancien que j'ai en ma possession. Et vraiment à hasard, j'avais acheté un maillot, le template 95 d'un collectionneur sur Le Bon Coin. En discutant, de fil en aiguille, au fur et à mesure, il m'a proposé plusieurs maillots, dont celui que tu as, je sais plus où, le 88. Ouais. Et j'ai fait en rafale, quoi. Et c'est vrai que je me dis, des occasions comme ça se loupe pas, entre guillemets. J'en ai jamais revu depuis. Peut-être que j'en reverrai jamais. Donc maintenant, je suis très content qu'il soit chez moi. Ouais, c'est souvent ça. Alors moi, je veux savoir surtout l'avis de madame. Parce que moi aussi, à la maison, des fois, tu sais, ça peut jaser. Je pense que tous les collectionneurs, on a potentiellement, je dirais pas ce problème-là, mais cette équation à prendre en compte. Disons qu'à partir du moment où ça empiète pas trop dans notre vie à deux, je fais ça dans mon coin. Elle le ressent pas. Après, c'est vrai que des fois, je pense qu'elle sait pas tout ce qui se passe. Et c'est vrai que des fois, il y a des sommes qui sont relativement importantes. Mais du moment que ça empiète pas sur notre qualité de vie, et je considère que je peux me le permettre, j'y vais, quoi. Voilà un discours raisonné, chers amis collectionneurs, autour. C'est incroyable. Je revois Yvon Schmitt, je revois Guy Stéphane avec la photo de la première année de D2. Simple, efficace, il n'y a rien à dire. Ouais. Il manquerait peut-être un petit logo et encore, l'emplacement il est bien choisi, proportionnel, les couleurs sont nickel, la quali elle est au rendez-vous. Donc, Je me permets un truc. Vas-y, tu peux te retourner. T'as un truc avec le numéro 9, hein. C'est pas possible. Bardon, Edou, bon, Jouffre, le 8, t'étais pas loin. Et là, le 9. Il n'y a pas de recherche vis-à-vis du numéro 9 en particulier. C'est vrai que quand on est collectionneur, alors c'est vrai que tu le disais, le maillot 2002-2003, c'est celui qu'il nous faut absolument, hein, quand on est collectionneur de Guingamp. Voilà, tu l'as. Le Ferrier, il me fait de l'œil là. Merci beaucoup, en tout cas Mathieu. Attention, tu vas revenir pour le quiz dans quelques instants. Ton adversaire, il est là. Et je pense que les téléspectateurs de la Guingampaise, ils vont reconnaître ce visage. On va le faire venir. JR, c'est à toi, camarade. Viens, changement, je te rappellerai pour le quiz, Mathieu. On a eu Léo, on a eu Mathieu, voici JR. On n'a pas de cintre, c'est pas grave, tu as tes mains. Et regardez surtout ce suite du plus bel effet
JR, finaliste du quiz Gourvenec. Vice-champion. Vice-champion, c'est déjà pas mal. JR, même question qu'à Léo et à Mathieu. D'où te vient déjà la passion pour Guingamp et surtout d'où te vient cette passion de collectionneur? Passion pour Guingamp, je suis né à Guingamp, donc voilà, né à Guingamp, grandi à Guingamp. J'ai fait mes premiers matchs au Rodourou, c'était en 2000. Il y avait Nicolas Nelka en face, j'étais fan de Nicolas Nelka. Je suis venu pour Nicolas Nelka en fait à la base au Rodourou et puis je suis tombé de passion pour Guingamp. Et la passion de collectionneur, c'est arrivé un peu par hasard en fait. C'est que je me suis rendu compte que le prix des maillots boutiques, etc. commençait à grimper. Et au final, je me suis dit, plutôt que d'acheter en boutique un maillot avec les patchs, etc., qui revient à 100, 120 €, je me suis dit, est-ce que je peux pas essayer de dégoter des maillots? Et en fait, j'ai réussi à avoir un maillot, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis voilà, je me suis mis à chercher, je me suis pris de passion, et puis voilà quoi. C'est ce qui fait que maintenant, tu sais, je cherche, je continue en fait. Des fois, j'ai envie d'arrêter, je me dis c'est un budget, mais non, je continue. Ouais, je crois qu'on est mal barrés, hein, tous autant que nous sommes. Quel est le tout premier maillot que tu as eu le premier maillot porté que tu as eu dans ta collection? J'ai commencé très fort. Mon tout premier maillot porté, c'est Drogba. Bonne soirée, au revoir. Non mais c'est pas possible. Je te jure. Ouais, en fait c'est comme ça. J'ai réussi à avoir un Drogba et je me suis dit, mais en fait je pensais même pas que c'était possible. Et je l'ai eu dans un lot en fait. Donc j'ai pas eu un maillot, j'ai acheté un lot de 4-5 maillots et il y avait Drogba dedans, mais c'était pour Drogba que j'ai acheté le lot. Et là je me suis dit en fait, faut que je continue ma collection. Si je peux avoir Drogba, je peux avoir tout ce dont je rêve. Donc Drogba. Je l'ai pas ramené d'ailleurs parce qu'il est sous cadre. Mais voilà. Eh ben du coup, je t'en prie, attention, on a eu du 78, on a eu du 2004-2005 Dagano, on a eu du 2002-2003, on a eu du Eduardo à 2002-2003 toujours. Hop là. 2002-2003, mais avec le capitaine Coco Michel, version manche courte. Du coup, je crois que vous l'avez vu tout à l'heure en manche longue. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc pareil, Coco Michel, le capitaine emblématique de Guingamp. Donc quand tu es collectionneur, je pense que c'est un des joueurs phares à avoir. Regarde. Et voilà. Comme quoi, on se ressemble tous. Hein. Et voilà, exactement. Donc pareil, j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir celui-là. Je viens de l'avoir il n'y a pas longtemps et voilà, c'est une des pièces que je préfère. Et puis ce maillot, en fait, c'est la saison iconique pour moi de Guingamp, 2002-2003 pour tout le monde. Mais c'est vraiment, moi j'associe Guingamp à Michel et à ce maillot. Donc voilà, c'est ma... C'est vrai, ce qui est étonnant, c'est qu'on se dit qu'un maillot de Coco Michel c'est rare, mais dans un second temps, tu dis il a joué 400 matchs, donc normalement ça devrait pas être le plus rare. Exactement, mais en fait, comme tous les collectionneurs se l'arrachent, Michel c'est le capitaine emblématique, donc soit ils l'ont, ils veulent pas s'en séparer, ou soit c'est des maillots, c'est quand même des maillots d'époque pas facilement trouvables en fait, hein, donc c'est un peu le Graal. Donc voilà, moi je suis content. Il y a Drogba et Michel pour moi, et voilà. C'est vrai que quand on est collectionneur, quand on a un maillot qu'on recherche depuis très longtemps, on a un peu de mal à le lâcher parfois. Les deux autres, je vois du blanc là. Je vois du blanc. Attention les amis. Et après on passe au quiz. Hein. Là on est sur une pépite également. Oh, Pierre-Emmanuel Bourdeau. Red Star, entraîneur adjoint du Red Star en ce moment d'ailleurs. Il était à Rennes, mais il est à Red Star. Ah oui, c'est Léo, tu nous disais, hein, le maillot de Papin tout à l'heure, tu as le logo là, et c'est vrai que sur le maillot porté des joueurs, c'était au milieu. Voilà, là c'est le maillot donc 98-99 si je dis pas de conneries, avec l'ancien logo de Guingamp, que j'aimais bien moi personnellement d'ailleurs, et qui est un maillot, moi en fait Bourdeau, je sais jamais quoi penser de lui, c'est un joueur un peu mythique pareil de Guingamp. C'était peut-être pas le meilleur, il faisait pas mal de boulettes, mais en même temps il est resté dans le cœur des Guingampais, j'ai l'impression. Donc c'est pareil, je voulais absolument l'avoir et je l'ai eu il n'y a pas longtemps là, donc je le voulais absolument avant le quiz, avant de venir ici. Voilà. Et je me suis dit bon allez, envoie-le-moi tout de suite ce maillot que je l'ai et je l'ai eu ce matin, donc je suis content. Il est arrivé ce matin. Bien joué. Bien joué. C'est vrai que Bourdeau, tu as raison, quand on parle avec des anciens, moi j'étais un peu trop petit pour avoir la vraie analyse de Pierre-Emmanuel Bourdeau, mais... il y a certains qui l'adoraient et d'autres qui disaient il était nul, c'est tout ou rien en fait. Exactement, mais il faisait partie des joueurs en fait qui étaient plutôt réguliers mais qui faisaient des boulettes de temps en temps et des grosses boulettes. Et, des bourdes. Voilà, des bourdes, ouais, exactement. J'ai failli faire le jeu de mots, mais et voilà, mais moi en tant que gamin en fait il est resté un petit peu dans le blond, grand, etc. Je sais pas, il m'a marqué en fait et voilà. Et puis le maillot quand même, je trouve qu'il est vraiment super beau avec ce col là qui est un peu différent. Donc voilà.
Voilà le Adidas. On voit qu'on a quand même beaucoup de Adidas et de Britair. Hein, quand même. Et le dernier, alors, je t'en prie, JR. Alors, j'ai le Sassi comme toi. Est-ce que tu veux que je le présente ou je présente un autre pour pas faire doublon? Comme tu veux. Monte le Sassi rapidement et on veut le dernier. C'était celui que tu avais au quiz Gourvenec. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est le Sassi qui fait perdre les finales ou qui fait aller en finale au choix, comme vous voulez. Porté contre Lille, si je dis pas de conneries, ouais, porté contre Lille. Pareil, moi ce que j'aime bien sur ce maillot, bah, tu vois, c'est le logo, il est vraiment gros, il est vraiment imposant, ça c'est vraiment sympa. Et puis c'est pareil, c'est un joueur un peu atypique. Voilà, moi j'aime bien les joueurs atypiques. J'ai un maillot de Charles Abbey aussi dans mon sac, voilà. Et ouais, pareil, il m'a marqué en fait, ce joueur. Et ce modèle, je trouve que c'est un des plus beaux maillots de Guingamp. Pareil, le domicile rouge aussi, qui était dans cette configuration, était vraiment très beau aussi. Donc c'est pareil, je suis assez content d'avoir trouvé ça. Et puis c'est un des seuls maillots portés qui me va, donc c'est pour ça que je les mets au quiz, parce que souvent je fais qu'1m76, donc les joueurs sont bien plus grands que moi. Ouais, mais tu vois, les maillots d'époque, quand on est grand et un peu épais, bah, c'est bien aussi, tu vois. Exactement, ouais. Et donc voilà, j'aime bien le mettre et puis je le trouve beau, puis avec le truc Côte d'Armor et tout dessus, enfin voilà, c'est un très beau maillot. Et alors le dernier du coup, moi je suis curieux, attention, on va aller jusqu'au bout des choses avant le quiz. Mathieu, attention, il va falloir commencer à te rapprocher. Alors le dernier. Ah. Voilà, bah toi tu sais que j'aime aussi également, enfin je suis fan de Guingamp mais j'ai Saint-Etienne dans mon cœur, donc voilà le petit Charles Abbey, qui est formé à Saint-Etienne, pour qui on avait beaucoup d'espoir et qui a beaucoup déçu à Guingamp, on va pas se mentir. Qui a marqué sur son premier match et c'était le seul. Il avait marqué, enfin à Saint-Etienne il a fait gagner la Gambardella et tout, donc il a bien démarré sa carrière et puis bon, là il se relance à Rouen en ce moment d'ailleurs. Je continue. Oui, on en a parlé dans un journal des ex récemment sur En Avant Match d'ailleurs. Et en fait, pourquoi j'ai ramené ce maillot? Bon, outre le fait que c'est un maillot qui m'a offert pour mon anniversaire, où d'ailleurs il a fait la petite dédicace dessus. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il a écrit en anglais dessus, mais bon, très sympa de sa part quand même. Charles Abbey. Mais en fait, j'ai beaucoup parlé avec des collectionneurs de ce maillot, de ce modèle que moi je trouve magnifique. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux maillots récents, et il y en a beaucoup qui le trouvent pas terrible. Moi, j'aime bien en fait le col à damier. Je trouve que quand on voit aussi le détail, il y a deux rouges en fait différents. Il y a un peu en surbrillance et tout. Et je sais pas, je trouve ce maillot vraiment beau, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas en fait. Donc voilà, moi c'est un des maillots que je préfère. Et puis bah, le fait que ce soit Charles Abbey, alors c'est pas un grand joueur, mais moi il est cher à mon cœur. Et puis le fait qu'il me l'ait offert pour mon anniversaire, merci à lui déjà. S'il regarde à la Guingampaise, voilà, je lui dis merci. Mais non, mais c'est vrai que ce maillot fait très british, très Umbro. Ouais, je comprends. Et puis c'est vrai que les damiers, on peut se demander pourquoi ils ont mis des damiers, etc. Mais moi je trouve que ça fait une touche d'originalité tout en respectant les codes Guingamp. Il y a le petit drapeau français aussi dessus. Je sais pas s'il faisait ça tout le temps d'ailleurs Umbro ou pas, mais là-dessus il y est. Le petit Triskel derrière, je sais pas si on voit bien. On fera des photos de plus près tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est un des maillots aussi qui compte pour moi. Donc voilà, je voulais le présenter pour avoir un petit peu. Je me doutais bien que personne n'allait ramener celui-là. Donc bingo, bravo, c'est fait. Merci JR. Alors, comment on a dit qu'on faisait déjà pour le quiz? Les deux debout et moi assis au milieu. Allez, on fait Mathieu et JR. Ils ont déjà fait des quiz. Ou alors, si tu veux laisser ta place, c'est toi qui vois. Hein. Tu veux faire le quiz, Léo, ou pas? Allez, c'est quoi, on va garder des jokers. Vous aurez un joker Pinel ou un joker JR. Alors Gaëtan, si tu veux juste enlever cette chaise-là, les deux participants vont être debout. Mathieu ici, je t'en prie. Léo, là. Il n'y a pas grand-chose à gagner, hein, vous en faites pas. Tiens, mets-toi ici, ouais. Tiens, d'ailleurs, Gaëtan, prends-les maintenant et rends-moi la feuille du quiz. Alors, regardez, les amis. Tac, on va se serrer. Mathieu ici, Léo là. Alors... Léo, est-ce que tu es un fidèle d'Ala Guingampaise? Tu peux dire non, on va pas t'en vouloir. Je regarde, c'est le jeudi, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu connais les quiz? Ouais, j'ai regardé quelques fois, je pense. Alors Mathieu, tu connais aussi ou pas? Le quiz qu'on avait fait à la crêperie? Non, les quiz en avant-match. Je regarde pas forcément l'avant-match. Ah bah voilà, bravo. Oui, il y a des thèmes, effectivement. Alors les amis, on va avoir un terme coup franc pour ce début. Tu pourras noter le score, Gaëtan, parce que moi je vais être pris par l'émotion. Mathieu, Léo. Quiz en avant-match. Et le vainqueur, d'ailleurs, gagnera le droit de jouer la semaine prochaine en visio, donc de chez lui. Vous ne serez pas obligé de venir au domicile de Gaëtan Pinel pour faire le quiz, contre Emeric, qui est notre champion en titre aux 4 victoires consécutives. Quiz sur les maillots. Et alors là,
Tu regardes bien qui est le plus rapide. Les amis, question flash pour savoir qui va avoir l'avantage, qui va avoir la main dans ce quiz. Quel joueur cette saison porte le numéro 26? Rio. Mathis Rioux, bonne réponse. Mathieu, tu engages. Tu as le choix entre 2 thèmes avec nous ce soir dans avant-match. Thème maillot ou thème anecdote de maillot. Il y a une petite différence. Allez, soyons fous, anecdote de maillot. Anecdote de maillot. Alors le thème coup franc, tu sais, au football, il y a coup franc direct et indirect. Et du coup, dans ce thème, tu vas avoir une question. Si tu as la réponse tout de suite, tu dis coup franc direct. Et si tu as bon, c'est 2 points. Par contre, si tu hésites un peu, tu peux dire coup franc indirect, tu as 3 propositions. La bonne réponse, c'est 1 point. Une mauvaise réponse, c'est 0. Mathieu, tiens, colle-toi bien à moi là. On n'a pas des moyens illimités non plus. Nous, on a tout mis dans notre collection de maillots. On n'a plus de webcam à la Guingampèse. Anecdote de maillot, on a dit, hein? Allez, c'est parti. Lors de la Coupe du Monde 1994. Là, on remonte. T'as le maillot de 78, normalement, tu t'y connais. On se souvient, à cette époque-là, Guingamp a le maillot à damier, si célèbre, que vous n'avez pas ramené d'ailleurs, et moi non plus. Quelle honte. Il y a une équipe qui participe à cette Coupe du Monde qui a le même template de maillot, qui a le même modèle que Guingamp, ce fameux maillot Adidas à damier. Mais qui est ce pays? Coup franc direct ou indirect? Indirect. Indirect, tu as le choix entre le Chili, la Bulgarie ou l'Allemagne. Allemagne. Tu sais toi Léo? J'aurais dit, là avec les 3, j'aurais dit Allemagne aussi. Avec les 3, il aurait dit l'Allemagne. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo, on va vous le montrer tout de suite. Regardez, réponse coup franc, paf! Voilà, le maillot de l'Allemagne qui était blanc, comme ça, avec là, le drapeau de l'Allemagne, hein, magnifiquement dessiné par ce template. 1-0 donc pour Mathieu. Deuxième question. En septembre 2015, là c'est beaucoup plus récent. Guingamp se déplace au Paris Saint-Germain pour un match de Ligue 1 qui, je crois, va pas super bien se passer niveau score. J'ai oublié l'ampleur du truc. Non, 3-0, 9-0, c'était un peu plus tard. Ce soir-là, quelle est la particularité du maillot de Jonas Lossel? Coup franc direct ou indirect? PSG Guingamp, toi tu l'as, mais ne dis pas, attention, ne donne pas de points gratuits à l'adversaire. Quelle est la particularité du maillot de Jonas Lossel à Paris en septembre 2015? Coup franc direct ou indirect? Je crois que c'est une histoire de bandelette. C'est pas de strap ou bandelette? L'histoire de strap ou bandelette. Est-ce que notre ami Gaëtan Pinel l'accepte? Non, il n'accepte pas. C'est pas une bonne réponse. Jonas Lossel avait en fait joué avec un maillot du PSG. Alors il y avait des straps et des bandelettes, mais la réponse qu'on attendait, c'était, vous voyez à l'image, Jonas Lossel en fait qui jouait avec un maillot tout rouge. Et pourquoi il jouait avec un maillot rouge? Eh bien parce que la semaine précédant les matchs, normalement, les arbitres, la LFP valident les tenues des équipes envoyées à la LFP. Guingamp, je crois, devait avoir un maillot bleu pour son gardien. Sauf que l'arbitre avait refusé cette tenue avant le match et du coup branle-bas de combat. Et heureusement que la boutique du PSG est juste en face du Parc des Princes, donc on avait acheté un maillot du PSG, on avait mis du petit scotch rouge pour masquer la pub du PSG et puis le logo évidemment parisien. En mai 2006, tu vois, on fait des voyages dans le temps, hein, 94, 2015, 2006, accrochez-vous. Thierry Debesse, gardien de Guingamp, emprunte le maillot d'un club pour le dernier match de la saison avec Guingamp. Mais quel est ce club? Coup franc direct ou indirect? J'ai pas choisi le bon thème, indirect. Coup franc indirect. En mai 2006, Thierry Debesse emprunte le maillot de l'Olympique de Marseille, du Stade Français Rugby ou de l'Asvel Villeurbanne en basket. J'avais ça en tête, Stade Français Rugby. Tu sais qu'en plus c'est impardonnable parce que tu étais au quiz chez Hélène et Jules cet automne et il était là-bas. C'est la pression. C'est la pression. Mais c'est bon effectivement, maillot rose pour Thierry Debesse. Ça fait 2-0 donc pour Mathieu après ce premier thème. Léo, attention, tu as moyen de passer devant. Après ce quiz donc sur les maillots. Concentre-toi Léo, avant Kappa, cite-moi dans l'ordre chronologique les 3 derniers équipementiers de Guingamp. Donc du plus récent. En direct ou indirect? Direct. Du plus ancien au plus récent. Avant Kappa, Adidas, Patrick et Umbro. Ça fait 2 points. Ça fait 2 points pour Léo. Bravo. 2-2.
Attention, pression sur Mathieu. À quand remonte la dernière saison où Guingamp a gardé deux saisons de suite le même maillot domicile? Je veux la deuxième saison. Deuxième. En direct ou indirect? Direct, je vais tenter. Bah, c'est l'année de la montée, non? 2012-2013. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est 2011-2012. Guingamp avait le maillot rouge avec deux bandes noires comme ça en national en 2010-2011 et en 2011-2012. Mais quand on est passé à Patrick, c'est à ce moment-là que Guingamp a commencé à avoir un maillot domicile par saison. Dernière question, 2-2. Tu seras dans le match, Mathieu. Tu seras dans le match, quoi qu'il arrive. En 2008-2009, année de la première Coupe de France, ça doit te dire un truc. Bon, pardon, je pense que celle-là, elle est un peu donnée. Quelle est la couleur du maillot extérieur de Guingamp cette année-là? Coup franc direct ou indirect? J'ai un doute. Je vais dire indirect. Est-ce un maillot blanc? Est-ce un maillot rose? Ou est-ce un maillot jaune fluo? C'est jaune du coup. Jaune fluo. Bonne réponse. 1 point pour Léo. Bah, ça va, 3-2, c'est ça? 3-2. On est bon. Couleur atypique, mais je savais plus laquelle. Couleur un peu olé olé, effectivement. D'ailleurs, on ne l'a plus beaucoup retenté depuis ce maillot jaune fluo pour les Guingampais. Samassa, oui, pour un gardien, oui. Mais en joueur, d'ailleurs, on aurait pu jouer la finale 2009 avec ce maillot jaune fluo. Sauf que de ce qui nous a été raconté, je crois que c'est Noël Le Graët qui avait dit on va pas faire les guignols en jaune fluo au Stade de France, on va être en blanc, tranquille. Et c'est Gauquelin, par contre, qui avait joué avec ce maillot jaune fluo. Deuxième manche, les amis. Alors, généralement, en avant-match, la deuxième manche, c'est des scénarios de match, ce sont des CV, mais là, on a un quiz spécial maillot. Donc, vous allez voir sur mon ordinateur ici, et nos amis téléspectateurs vont le voir à l'écran. Alors, désolé pour ceux qui écoutent en podcast, ça ne va pas être super pour vous, parce que vous n'allez pas pouvoir voir ça. Vous allez avoir, vous voyez, 6 maillots. Quand vous savez la saison, je veux que vous hurliez dans mon oreille gauche ou droite votre prénom. Je vous donne la main, il faut me donner la saison exacte de ce maillot porté par les Guingampais. Tiens, on va commencer par le 6. 2007-2008. Ah ouais, c'est son maillot d'Eduardo. Alors, c'est pas sur ce match-là, parce que Eduardo, vous voyez, numéro 9, manche courte. Là, vous voyez Richard Souma et William Souza sur celle-là. Un point. On est à combien? 3-3 3-3 dans ce quiz. Attention, Léo ou Mathieu, deuxième maillot. Léo. Ah, à ma droite. 2000, 2001. C'est bon. Et Léo, tu n'es pas tombé dans le piège. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'es pas tombé dans le piège? C'est parce qu'il y a 2 saisons, ils ont le même maillot, non? C'est pas ça? Eh ben, pas tout à fait. Toi, tu sais? Ouais. Voilà. Alors, regardez bien. En 2000-2001, vous avez le Côte d'Armor et le EAG qui sont sous la bande noire. Tandis que, vous voyez ici, avec mon maillot Coco Michel, ça c'est un maillot de 2001-2002. Et même aussi, à un moment en 2000-2001, on a rehaussé ces apparitions-là de Côte d'Armor et de EAG. Parce que, de ce qu'on m'avait raconté, c'est qu'on a changé de lieu de fabrication des maillots. Du coup, la bande était plus épaisse, et notamment pour les noms derrière. Vous voyez que le Michel, il est sur le noir. Fut un temps, le nom était sous la bande noire. Donc bravo, Léo, tu n'es pas tombé dans ce piège. Attention les amis, nouveau maillot pour vous. On est à combien? 4, 3 pour Léo si je suis bien. Attention, la saison. Mathieu, 95. 1995. La saison, ça c'est une année, 95. Ah oui, 95-96. Voilà, c'est bon. Alors de toute façon, 94-95, ça marchait parce que Guingamp l'a eu sur ces deux choses-là. Oui, mais quand même, monsieur Gaëtan Pinel, soyons un peu crédibles et lucides et surtout précis. 4-4. Attention. Nouveau maillot, maintenant. Léo. Léo en premier. 2002-2003. C'est pas bon. 2003-2004. Pourquoi? Le logo est en 2002 et dans l'axe. C'est ça, non? C'est ça. Ouais, ok, avec le Côte d'Armor. Alors il y a 2 différences entre 2002-2003, 2003-2004. Vous l'avez vu tout à l'heure. Tiens, Théo, viens là avec ton Fabri, Gaëtan Pinel. Regardez ça à l'écran. Gaëtan Pinel ici. Vous voyez qu'en 2002-2003, le logo est au milieu et le Côte d'Armor sur le côté. Et deuxième différence aussi en 2003-2004, c'est l'apparition pour la première fois d'un sponsor manche qui est Jean Stalaven. Vous voyez qu'en 2002-2003, on n'a pas vu le Fabri derrière. Entends-toi. Ah, Nestor. Allez, merci le présidente. Eh oui. Bon, on est pas mal. Combien le score?
5-4. Nouveau maillot, chers amis collectionneurs. Léo 2017-2018. C'est bon, bravo Léo. Avant la descente, je crois. Ouais, c'est là ça que je me suis repéré. On a les repères qu'on mérite. 2017-2018, effectivement, le Celtic Touch, bravo, porté notamment à Lyon, Amiens. Bref, voilà, c'est noir et vert. Monaco aussi, pas un super souvenir le Monaco. Non, bon. Moi, ce maillot-là, je l'associe au premier but de Marcus Thuram en Ligue 1. Mais à Lyon, c'est ça. Et je crois que quelqu'un m'avait raconté, il faudra faire les vérifs, je crois qu'on a toujours perdu avec ce maillot. Amiens on perd, Monaco on perd, Lyon on perd. Donc on va vite l'oublier et on passe au maillot suivant. Score 5-5. Oh, attention. Attention. Votre prénom et la saison. Léo c'est 2014-2015. C'est bon, 1 point pour Léo, effectivement. Alors, une saison, on a eu 6 maillots différents, je crois, entre le championnat et la Ligue Europa. Ça, c'était le maillot extérieur de championnat. Le seul où il n'y avait pas la bande diagonale, effectivement. Guingamp qui avait notamment joué avec ce maillot lors du Trophée des Champions à Pékin contre le PSG. Dernier maillot de cette manche. Alors, est-ce qu'il y aura un break ou est-ce qu'on va aborder la dernière manche à égalité? Tremblay, téléspectateur Guingampais, dernier maillot. Léo. 2010-2011. C'est pas bon. Main pour Mathieu. 2011-2012. 2011-2012 avec cet ignoble patch Géodisque Alberson, pardon à eux, mais ils auraient pu le faire en noir, je sais pas. Mais alors ils nous ont collé le truc en cours de saison, parce que c'était arrivé en septembre-octobre, on n'avait pas au début de cette saison-là, 2011. 2012, un peu à l'arrache, oui, mais il y a beaucoup de maillots où c'est mis à l'arrache comme ça. Bravo les amis. Là maintenant, on va passer à la manche fatidique. Il n'y a plus besoin de regarder à l'écran ce qui se passe. Toi, tu l'as connu chez Hélène et Jules. Toi, tu dois le savoir parce que tu regardes. C'est bien, les quiz en avant-match sur YouTube et sur Facebook. C'est bon, c'est pas bon. Le thème, évidemment, ça concerne des maillots de Guingamp et ça concerne même des numéros de maillots. Chacun votre tour, vous allez essayer de me retrouver des porteurs d'un numéro en particulier pour en avant. Il y en a 17 sur ce premier thème. C'est Léo qui a eu la main tout à l'heure. On est d'accord. Non, c'est Mathieu. Non, c'est toi. C'est toi qui va commencer, Mathieu. Il va falloir que vous nous retrouviez les 18 joueurs qui ont porté un numéro. Je ne dis pas tout de suite parce que je rappelle les règles. Vous donnez la bonne réponse, c'est 1 point. Vous donnez une mauvaise réponse ou une réponse déjà donnée, c'est éliminatoire et votre adversaire a plat du pied face au but vide à transformer. Il y a 17 joueurs, donc 17. Vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas 17-18. À nous retrouver sur ceux qui ont porté le numéro 10. Mathieu, tu commences. Wilson Oruma. Oruma, c'est bon. Bénézet. Bénézet, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oh là. Oh putain, le con. Oh le con. Ouais, je perds les pédales. T'as le droit à un joker. Ouais, Joker JR. Numéro 10 à Guingamp. Stéphane Carnot. Il était 25. Stéphane Carnot, tu prends ou tu prends pas? Non. Il est 25 pour moi. Il m'a traversé l'esprit, mais non. Est-ce que tu dis Carnot ou pas? Vas-y, Carnot, du coup. C'est bon. Sur son premier passage, Carnot avait le 10. T'auras droit aussi à un joker tout à l'heure. Toi Picard. Hugo Picard, tout simplement. Numéro 10. Ben oui, n'allez pas chercher très loin, les amis. Mergem, non, 21. C'est bon. Mergem a eu plusieurs numéros, mais il a fini avec le 10. El Jadeyaoui. C'est bon. Quel suspense. Attention, t'as plus de joker. Ouais. Plus d'autres jokers, 3 secondes. 2 secondes. 1 seconde, Mathieu. Non, j'ai pas. Non, j'ai la honte, j'ai pas. Il a pas. Gaëtan, quel est le score? 9-9 balles de match. Mchangama, il l'avait ou pas?
Youssouf, Mchangama, Léo, donne-moi ta main. Winner du quiz, bravo Léo qui a remporté cette manche. C'est bon, c'est pas bon. Alors attends, 2 têtes. Carnot, on a eu Corridon, on a eu Talawi, on a eu Eudeline, on a eu Oruma, El Jadeyaoui, j'ai oublié. On a Forêt, 2 fois Forêt, on a Sankaré, on a Bénézet, on a Blas qui l'a porté 1 ou 2 matchs juste avant de partir, et il m'en manquait en début je crois. Morera, Daniel Morera, Tasfaout évidemment, bien sûr, Jérôme Leroy. Et voilà, c'est toujours après qu'on les a, c'est toujours après qu'on les a. Gaëtan, je t'en prie, viens avec moi pour terminer. Merci beaucoup Léo, tu vas avoir un petit cadeau bien évidemment. Gaëtan, merci d'avoir été présent avec moi encore une fois. On vous rappelle, événement à venir, bientôt avec Alain Guingampès, vendredi 18 avril, retransmission d'Amiens Guingamp. On compte sur vous si vous êtes dans le coin les amis, il y aura un petit quiz interactif et un vrai quiz le samedi 19 avec notamment une visite guidée de Roudourou avec un gars d'Alain Guingampès, je sais pas qui, un petit peu plus tard. Voilà pour cette émission. On remercie Pierre Perrault aussi qui nous a fait quelques petits sujets et visuels pour cette émission. Merci Gaëtan. Merci à toi. Merci à nos participants aussi, à leurs maillots, etc., les collectionneurs. Et puis merci aussi à En Avant de nous avoir proposé ce stand au Salon de l'Habitat et du Vintage. Guingampais, rendez-vous samedi, 20h, Guingamp-Laval, pour la suite des aventures de l'équipe de Ripoll. Ciao, ciao. Vous êtes restés jusqu'à la fin et vous avez eu raison. Mon petit Gaëtan, c'est l'heure fatidique. Maillot derrière moi à gagner. C'est beau, tu le veux? Moi, bon. Mais surtout le faire gagner. Ça oui, on veut le faire gagner parce qu'on a passé la barre des 5000 followers sur Facebook. Et la question donc à la fin de cet en avant match spécial en direct du Salon de l'Habitat et du Vintage. Tiens, prends-le, retourne-le. Parce qu'on va le faire dédicacer au vainqueur de ce concours. Parce qu'il y a une question à laquelle il faut répondre. Thème maillot autour de cet en avant match numéro 40. La question est: quel est le point commun en termes de maillot entre Eduardo lors de la finale 2009 et Jonathan Martins Pereira lors de la finale 2014 en termes de maillot? Ne nous parlez pas de but, on sait qu'ils ont marqué dans cette finale. Quel est leur point commun? Vous nous envoyez un message privé sur Instagram, X ou surtout Facebook pour avoir franchi la barre des 500 000, des 5000 followers. Le tirage au sort sera lundi et on vous enverra ça quand on aura fait dédicacer. Guingampais, merci d'avoir été avec nous. Merci Gaëtan. Merci Pierre. À samedi contre Laval. Ciao, ciao.